C'est marqué sur le slide, donc Centrale Paris 84, donc ça fait quelques temps, et je suis tombé dans la batterie à la fin des années 90, où j'ai rejoint le groupe Saft, qui sonne peut-être quelque chose chez certains d'entre vous, qui à l'époque était une filiale d'Alcatel, feu Alcatel, parce qu'il reste peu grand chose d'Alcatel aujourd'hui en Europe. Il reste des marques encore de téléphones chinois, mais à part ça, il ne reste plus grand chose. Et donc Alcatel a cédé Saft dans les années 2000. Donc, moi j'étais chez Saft à l'époque. Des fonds d'investissement anglo-saxons ont repris, et puis finalement, Total a racheté le groupe Saft, qui est redevenu Saft l'un des leaders européens dans le monde de la batterie automobile, puisque c'était un secteur que Saft avait abandonné. Et moi donc j'ai quitté Saft à la fin des années 2000 pour créer ma propre entreprise qui s'appelle Easily, qui est basée à Poitiers, à côté de Poitiers, à côté du Futuroscope en fait. Si les fenêtres étaient du bon côté, on verrait le Futuroscope du site. Et nous, notre métier, on conçoit et on fabrique des batteries lithium-ion, pour des applications de mobilité électrique. Alors on ne fait pas de batterie de voiture, parce que ça les constructeurs automobiles les font eux-mêmes. Donc pour les voitures, pour la mobilité électrique, et puis également pour le stockage d'énergie solaire, en particulier pour les maisons, donc pouvoir faire en fait de l'autoconsommation avec stockage, puisque en général on n'est pas forcément là et on ne consomme pas à mort, on essaye, mais quand il y a plus de soleil, et du coup cette électricité, soit on la perd, soit on la revend à 10 centimes, pour la racheter le soir à 30. Donc peut-être pas 30 aujourd'hui, mais 20 ou plus. Donc une batterie permet fortement augmenter son taux de ce qu'on appelle l'autoproduction ou d'indépendance énergétique. Voilà, ça c'est notre métier. On est une bonne trentaine de personnes, donc bureau d'études et puis production. Et j'ai créé l'entreprise en 2011, enfin j'ai commencé à travailler en 2010 sur le business plan. Donc on a 11 ans d'âge, et il s'est passé plein de choses dans ces années 2010, et en particulier dans le monde de l'automobile. Et puis c'est ce qu'on va voir, voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez fait l'effort et de venir, donc en termes d'interactivité, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux en plus, donc on doit poser des questions, voilà, si les questions vous viennent, et puis si elles sont intéressantes pour les autres aussi, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et en termes de programme, ce que je vous propose donc, c'est d'avoir, on ne va pas faire beaucoup d'électrochimie parce que c'est compliqué l'électrochimie, voilà. Mais c'est important, je pense, pour la suite de comprendre comment est faite une batterie, parce que ça explique plein de choses. Qu'est-ce que c'est que le lithium-ion et pourquoi le lithium-ion, c'est la technologie qu'on voit aujourd'hui partout. Ensuite, on regardera plus les aspects industriels, de chaîne de valeur, la problématique des matières premières, qui ne se pose pas encore, mais on verra les chiffres, qui va être un enjeu, un challenge dans les prochaines années. Si on veut tenir l'objectif de 2035, 100% de véhicules vendus en Europe seront des véhicules électriques. Ça fait beaucoup de voitures, ou alors on achètera beaucoup moins de voitures qu'on achète aujourd'hui, au choix, mais en tout cas, il y a cette problématique des matières premières, des prix aussi, parce qu'on dit, les constructeurs automobiles le rappellent et le répètent, une voiture électrique c'est plus cher qu'une voiture thermique. Il faut aussi que, si on veut que ce soit efficace, que tout le monde puisse se payer une voiture électrique, parce que sinon on va faire durer les voitures thermiques plus longtemps, et ce seront plutôt des anciens modèles, donc on ne va pas vraiment réussir l'objectif de décarboner, de dépolluer, donc il faut réduire le prix des voitures électriques. Et on verra aussi, la batterie, c'est 40 à 50% du coût d'un véhicule électrique. Et quand on regarde aujourd'hui le prix, les constructeurs automobiles disent on a un problème de marge. Nous, si on veut, on vend nos voitures électriques plus chères parce qu'elles nous coûtent vraiment plus cher, et on en vend moins parce que le pouvoir d'achat des particuliers, c'est pas non plus extensible à l'infini. Donc avec les soutiens des pouvoirs publics, des bonus à l'achat, qui sont passés de 6 000 à 7 000 euros. Donc quelque part, c'est des pouvoirs publics, donc c'est un petit peu nous tous quand même, qui finançons. Mais malgré tout, on verra que ce prix, il est vraiment critique, et il est lié derrière au prix des matières premières. On parlera de recyclage. Voilà. Et puis dans un troisième temps, on parlera d'évolution technologique. Alors j'ai mis de 3 à 10 ans, donc c'est très large. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de communication sur le sujet. Il y a plein de choses qui n'arriveront jamais à terme. C'est intéressant de garder les articles de presse et puis de les ressortir quelques années plus tard pour voir ce que c'est devenu. Et en général, on est assez surpris de voir que
que les certitudes qu'on avait 2 ans avant sur une technologie, quand l'entreprise est encore là, elle n'en parle plus, ou c'est 2 ans plus tard. En tout cas, voilà, j'ai sélectionné quelques technologies dont je vous parlerai. Voilà, donc, et puis dernier point, donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser des questions. Profitez d'être venu, voilà, profitez d'être là, et puis profitez de moi, et puis de l'Assemblée aussi, parce qu'il y a peut-être des gens, il n'y a pas que moi qui peut parler, il y a également des échanges entre vous. Voilà, donc première partie, donc un peu de technologie. Donc ce que je vous montre là, je ne sais pas s'il y a un truc, bon c'est pas grave. Ouais, mais ça ne doit pas marcher, hein. Bah oui, parce que sur les écrans en général ça marche pas bien. On va rester comme ça. Donc ce que je vous montre là en fait, c'est pourquoi est-ce que le lithium-ion finalement c'est la technologie qui est en train de tout remporter, hein. C'est parce que c'est une technologie qui peut, alors ce graphe en fait, hein, qu'on appelle un diagramme de Ragon, ça vous montre 2 choses. Sur l'axe, alors on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Là, au cas particulier, sur l'axe vertical, donc des ordonnées, on a la puissance qu'on appelle la puissance gravimétrique, donc le nombre de watts par kilo. Plus c'est puissant, plus ça accélère. Et puis sur l'axe des abscisses, l'énergie spécifique, donc plus c'est énergétique et plus ça va loin. Et puis on couple les deux. Et quand on regarde les différentes technologies, qui sont un peu l'évolution finalement des technologies de batterie, hein, les premières batteries industrielles rechargeables, c'est les batteries au plomb, hein, qui continuent aujourd'hui encore en termes de volume, en tout cas pas en termes de valeur, parce que c'est des batteries qui ne sont pas chères, mais en termes de volume, ça continue à être la première technologie de batterie rechargeable, hein. Il y en a dans toutes les voitures, hein, même les voitures électriques, il y a une batterie au plomb, qui c'est une batterie de servitude. Donc c'est M. Planté, qui s'appelait Gaston, 1859, hein, qui a mis au point les batteries au plomb, et qui sont toujours les batteries qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, ça a un petit peu été amélioré. Donc la batterie au plomb, elle a comme caractéristique d'avoir une forte puissance, c'est pour ça qu'on s'en sert pour faire démarrer les moteurs, même à froid, hein, à moins 20, moins 30 degrés, on arrive à faire démarrer un moteur thermique. En revanche, pas beaucoup d'énergie, donc cette notion dont on reparlera, typiquement une batterie plomb, c'est 15, c'est 30, c'est 20, 30 Wh par kilo. Alors ça peut-être ne parle peut-être pas beaucoup, mais c'est beaucoup moins que les autres technologies. Ce qui fait que quand on connaissait que ça à la fin du 19e siècle, j'ai pas fait de photo là, mais vous me souvenez peut-être de la Jamais Contente, hein, dire qui a battu le premier record de vitesse à plus de 100 km/h, et c'était une voiture électrique, c'est une voiture électrique au plomb. Et pendant très longtemps, on a utilisé des batteries plomb. Il y a même une époque, il y a des bouquins qui disent là-dessus, on avait fait des conférences il y a quelques années là-dessus, sur le début de l'automobile, ça a été des automobiles électriques, parce que c'était beaucoup plus simple de faire tourner des moteurs électriques que des moteurs thermiques, hein. C'est compliqué, un moteur à explosion, c'est très compliqué mécaniquement. Et ça a basculé, il y a un moment, donc il y a eu plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Et ça a basculé parce que l'autonomie n'était pas là. Et on peut dire aujourd'hui, un siècle plus tard, l'autonomie elle n'est toujours pas là. Alors on s'est considérablement amélioré, mais c'est toujours le problème de la batterie. Oui, tout à fait, absolument. Oui, oui. Et puis on disait aussi, il y avait un côté masculin dans démarrer la voiture à la manivelle, alors que, et donc que les mâles, je veux dire, c'était quand même un objet, je veux dire, un statut, déjà à l'époque, de statut social, et donc le truc électrique qui ne fait pas de bruit, que madame peut utiliser comme elle le veut, c'était pas non plus, il y a plein de théories là-dessus. Enfin, toujours est-il que ça a complètement disparu. Et puis donc on a cherché d'autres solutions, donc nickel-cadmium, donc ça c'est des couples en fait nickel, nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, qui sont apparus au début du XXe siècle, qui ont un défaut, mais le même défaut que le plomb, c'est que le cadmium est un métal lourd, et donc il peut créer en fait des intoxications et des maladies graves, hein, comme le plomb en fait, hein. Le plomb c'est le saturnisme, je ne sais pas s'il y a l'équivalent, le nom en fait, donc l'intoxication au cadmium, ce qui fait que on l'a utilisé pendant tout le XXe siècle. Il y avait un grand leader en fait, qui reste un leader aujourd'hui, c'est Saft, hein, puisqu'on utilise encore des batteries nickel-cadmium. C'est vachement bien le nickel-cadmium, hein, c'est beaucoup plus dense en termes d'énergie que le plomb, hein, c'est 2 fois plus dense. On est sur du 40, un peu plus, entre 40 et 50 Wh par kilo. C'est très simple à mettre en œuvre, ça se passe comme le plomb, donc il y a un plus, il y a un moins, on branche et ça marche. Ça dure très bien, ça cycle très bien. Il n'y a qu'un souci, c'est le cadmium. Donc ça a été banni en fait par la Commission européenne, par l'Europe, dans les années 2000. Parce qu'à l'époque, en fait, bon, les applications industrielles sont très bien tracées, et c'est pour ça qu'on continue à utiliser des batteries nickel-cadmium pour les batteries, par exemple, de secours pour les métros. On en trouve encore dans les avions, on en trouve encore dans les trains, mais
on ne va pas les retrouver au bord d'une route, hein. Une batterie nickel-cadmium, elles sont tracées, elles sont suivies. Et je pense que la décision européenne a été, à l'époque, quand les piles rechargeables qu'on trouvait dans les grandes surfaces, en blister, c'était du nickel-cadmium. Et là, dès qu'on est dans le grand public, la traçabilité, on ne peut pas trop savoir où vont finir les piles rechargeables, et du coup ça a été interdit. Et il est resté quelques applications industrielles pour lesquelles on a démontré qu'il n'y avait pas de solution techniquement et économiquement viable à l'époque. Donc ça a disparu petit à petit, mais on continue à fabriquer des batteries nickel-cadmium à Bordeaux, sur le site de SAF de Bordeaux, qui est un des leaders mondiaux en fait, du nickel-cadmium. Puis ensuite, il y a le nickel métal-hydrure, qui continue à exister aujourd'hui. Les piles rechargeables sous blister, c'est du nickel métal-hydrure. Donc encore un saut technologique en termes de densité d'énergie. Ça, c'est apparu dans les années, nickel métal-hydrure, dans les années 70, 80 Wh par kilo, donc on a fait encore un x2, donc plomb, nickel-cadmium x2, nickel-cadmium, nickel métal-hydrure x2. Ça a été utilisé longtemps dans l'industrie, dans le véhicule hybride. Hein, les premières Prius avaient des batteries nickel-métal-hydrure, et ça durait, une technologie qui marche bien, hein, mais avec toujours ce problème de densité d'énergie. Pour en faire des voitures électriques, on a essayé dans les années 2000 avec des programmes nickel-métal-hydrure. Il faut dire quand même, si on fait un peu d'historique, le leader mondial de la batterie de voitures électriques dans les années 90, ça a été Peugeot Citroën. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait des AX, des 106, qui étaient des batteries nickel-cadmium. Alors ça avait 60-70 km d'autonomie, mais ça existait. Et puis on a essayé de passer au nickel métal-hydrure, mais le coût était quand même plus important et l'autonomie restait quand même trop limitée. Et c'est comme ça dans les années 90, PSA a arrêté ses véhicules électriques. Il en avait vendu entre 10 et 20 000, je pense, quand même, hein, au niveau européen. Et en même temps, ont commencé à se développer les applications industrielles du lithium-ion. Premier programme on va dire d'expérimentation à la fin des années 90, début des années 2000. Renault, à l'époque, si vous vous souvenez, a été très, très en pointe, hein, en termes de communication et puis de projets avec son partenaire Nissan. Hein. Les Japonais travaillaient beaucoup sur ces nouvelles chaînes de traction. Il y a eu d'énormes progrès faits sur le lithium-ion, hein, depuis ces années 2000. Et petit à petit, on est monté, je veux dire, de 160 jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 250 Wh par kilo. Et on sent qu'on est en train d'atteindre quand même une limite, ce qui veut dire que une voiture électrique avec une batterie lithium-ion, elle ne fera jamais 1000 km d'autonomie. On est aux limites de la science, là. On ne sait pas aller plus loin. Et ce qui est intéressant dans le lithium-ion, c'est que c'est à la fois, et ça je me suis déplacé là sur l'axe des abscisses, mais si on se déplace sur l'axe des ordonnées, c'est aussi une technologie qui peut délivrer de la puissance. On en a besoin même dans le véhicule, hein, on a besoin d'autonomie, mais on a aussi besoin d'avoir des pics de puissance. On peut faire des véhicules hybrides avec des batteries lithium-ion. Donc c'est un peu la technologie miracle qui fait à la fois de la puissance, à la fois de l'énergie, et qui a énormément baissé en coût, parce qu'il y a eu des effets d'échelle qui sont considérables. Alors c'est arrivé par l'électronique grand public. Ce qu'on disait en aparté avant le démarrage, c'est qu'il y a beaucoup de brevets et de découvertes qui ont été faites par des scientifiques européens, et en particulier français, avec une très belle filière électrochimique en France. Mais l'industrialisation, elle s'est faite d'abord au Japon, dans les années 90, 2000. Et puis ensuite, ça a été transféré sur le continent, donc côté coréen et puis côté chinois. Mais nous, on n'en a pas vu grand-chose à l'époque. Et les premières applications, la première application, c'était chez Sony, c'était du Walkman, où on remplaçait des batteries nickel-cadmium par des batteries lithium-ion. Donc c'était assez révolutionnaire, ça coûtait très cher à l'époque, hein, mais ça donnait une très belle autonomie. On voit la différence, hein, sur le graphique. Et puis ensuite, ça a été les téléphones portables. Hein, vous vous souvenez des premiers téléphones portables qui étaient, alors je crois, il y a il y a on a eu du nickel-cadmium tout au début, hein, les Radiocom 2000, mais ça pesait plusieurs kilos. Hein, voilà, on portait en bandoulière. Hein, ensuite, il y a eu du nickel métal-hydrure. On a vraiment suivi dans le téléphone aussi, et puis ensuite du lithium-ion. Et ça a fait tout de suite des volumes, ce qui fait qu'en termes d'industrialisation, les Asiatiques ont pris énormément d'avance. Et on verra dans la présentation que cette avance, elle est restée. C'est-à-dire que toute la filière, elle s'est créée, en fait, la filière industrielle, elle s'est créée en Asie. Et aujourd'hui, on découvre qu'on est en dépendance forte, hein, et c'est les constructeurs automobiles qui disent ça. Il faut retransférer, recréer toute une filière en Europe, et ça va être compliqué, parce qu'on a perdu de la compétence, ou on ne l'a jamais eu, et en tout état de cause, ça va prendre du temps. Oui, vas-y.
chose qui est très frappante, c'est que pour le lithium-ion, Et voir, je vais te donner un micro pour tout le monde entendre, parce que moi je t'entends bien, mais c'est pas... Voilà. ça me semble une question importante. Quand on voit la filière lithium-ion, on voit que pour augmenter l'énergie spécifique, on n'a pas le choix, il faut diminuer la puissance spécifique. Ouais. Et on voit que cette filière, elle est très déformée par rapport au plomb. Au plomb, on voit qu'on est peu dépendant. Voilà. Mais est-ce que tu peux expliquer la raison technique? Pourquoi on a. Qu'est-ce que. Voilà. En fait, Comment on pourrait l'expliquer? les chimies sont les mêmes, hein. C'est les process de fabrication qui sont différents. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va vouloir une batterie de puissance, il va falloir travailler, c'est l'effet Joule qui se trouve à l'intérieur, donc on va travailler sur les collecteurs de courant, on va faire des électrodes qui sont plus fines, pour que les électrons circulent mieux et plus vite, alors que si on a, enfin, on ne parle pas de centimètres, hein, on parle de microns, mais n'empêche, donc on fait en fait des électrodes plus fines, donc la matière active, ce qui va donner en fait la densité d'énergie, on en met moins, parce que le collecteur, enfin le feuillard, pour un volume donné, bah, il est ce qu'il est, donc on ne peut pas mettre des mètres et des mètres en plus. Donc on va choisir entre mettre beaucoup de cuivre et beaucoup d'aluminium pour favoriser en fait et diminuer l'impédance interne, donc la résistance interne, ou bien mettre davantage de matière active. Mais à ce moment-là, on va mettre moins de collecteurs de courant et donc on va diminuer en fait la capacité à tirer très fort sur la batterie. Mais un même élément cylindrique, hein, peut avoir une puissance, du moins une autonomie qui va faire et c'est la même chimie, entre 1,5 et 3,5, là on parle d'ampéreur, pour un petit élément lithium-ion. Le 1,5, ça va servir dans des perceuses, où on va décharger très vite en quelques minutes, avec des courants de puissance ramenés en fait à la taille de la batterie qui sont vraiment très forts. Et les éléments d'énergie, ça va par exemple servir pour, je sais pas, pour un vélo électrique, pour un scooter électrique, où là on va décharger en plusieurs heures. Mais c'est la même chimie, au bout du bout c'est la même chimie, donc je dirais c'est mécanique, cette raison elle est mécanique. Si on y va comme ça, dans 2 heures on y est, je vais accélérer. Je continue. Alors maintenant on rentre dans la... Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, poser des questions si c'est pas clair. Alors il y a un truc que j'ai pas dit, j'aurais pu le dire, alors c'est un peu caché sur le graphique, c'est pas sympathique, mais c'est lithium métal polymère, ça c'est la technologie de Bolloré, c'est on va dire, je dirais pas c'est l'ancêtre, parce que c'est quand même des technologies récentes, mais on va retrouver cette technologie dans les batteries tout solides, dont on parlera plus tard, parce que finalement la batterie lithium métal polymère de Bolloré, ben, elle a quand même beaucoup d'attributs de la batterie tout solide. Et je dirais le seul problème ou la seule limitation de l'époque, on en parlait tout à l'heure avant le démarrage, c'est qu'on a aussi cette limitation aujourd'hui, mais aujourd'hui on a des solutions qu'on est en train de mettre en œuvre qu'on n'avait pas à l'époque, l'époque étant dans les années 90, hein, c'est la conductivité alors j'utilise des mots qu'on n'a pas vu encore, mais la conductivité en fait de l'électrolyte. L'électrolyte gélifié, au cas particulier, c'est pour ça qu'on parle de polymère, hein, donc c'est a une problématique dans la technologie historique de Bolloré, une problématique de conductivité à température ambiante, ce qui fait que les batteries devaient rester en température. Mais sinon, on a bien une anode lithium comme ce qu'on a aujourd'hui sur les batteries tout solides, hein. On a bien, je veux dire, un électrolyte solide ou gélifié, mais ça s'en rapproche beaucoup. Le seul problème, c'est que il fallait que les batteries Bolloré soient systématiquement branchées. Alors elles pouvaient rester débranchées pendant quelques heures, mais elles tiraient en fait sur la batterie pour maintenir une température entre 60 et 80 degrés à l'intérieur de la boîte. Donc quelque part, en termes de technologie de précurseur, je crois que Bolloré a décidé de remettre des sous là-dessus, hein, parce qu'il y a encore des progrès à faire, et c'était pas fini. Il y a eu vraiment, je veux dire, dans cette technologie franco-française, hein, même bretonne, une avancée technologique bien avant tout ce qu'on est en train de se raconter. Donc, et c'est quand même, on le verra plus tard dans la présentation, mais on met beaucoup d'espoir. Il n'y a pas énormément finalement les technologies qui ne sont pas trop loin de l'industrialisation. Les batteries tout solides sont sans doute celles qui excitent le plus, on va dire, les constructeurs automobiles. Et bien on se dit qu'on avait chez nous, là, à Quimper, quelqu'un qui travaillait là-dessus déjà il y a 10 ou 15 ans, quoi. Voilà. Donc une batterie, à l'origine, enfin à la base, hein, ce sont des cellules. Toutes les batteries sont faites comme ça, qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, qu'on a dans un conteneur pour faire du stockage d'énergie solaire ou dans un téléphone portable. À la base, c'est toujours la même histoire. 3 types de formats. Cylindrique, c'était le plus courant et c'est les plus standards. Hein, ça vient de la pile rechargeable. On a transféré finalement les équipements de production. On s'est dit, bah tiens,
je sais faire des batteries nickel-cadmium et nickel-métal-hydrure, et si je gardais le même, ce qu'on appelle le godet, et puis dedans je mettrais autre chose, donc ça m'évite de démonter mes lignes, et voilà, c'est comme ça que le cylindrique s'est développé. En parallèle avec la poche, pouch en anglais, hein, qui est de l'autre côté, là, qui continue à être utilisé par les constructeurs automobiles. Hein. Donc cylindrique par exemple, c'est ce qu'utilise Tesla, ou ce qu'a beaucoup utilisé Tesla au démarrage. Hein, et il est parti en fait de technologies d'électronique grand public, puisqu'il est parti, il est allé voir le leader mondial des batteries grand public, lithium-ion, qui est Panasonic, et puis il lui a dit, ben moi, je vais faire une voiture dans laquelle je vais mettre 5000, 6000, 8000 batteries, des petites là comme ça, et puis comme ça je vais avoir une autonomie de dingue, parce qu'elle va être très grosse ma batterie, elle sera pas chère parce que c'est des batteries d'ordinateur portable, hein, je fais un peu simple mais quand même, c'est presque ça, et du coup, comme mon autonomie est forte, et c'est marrant parce que, enfin, moi, voilà, je veux dire, on n'était pas du tout dans cette logique-là en Europe. Comme mon autonomie est forte, typiquement, je vais dire 400 km, j'ai pas besoin de faire des milliers de cycles. Si je fais 1000 cycles, si je fais 500 cycles avec 400 km par cycle, 5 x 4, ça fait 200 000 km. J'ai pas besoin de 1000 cycles. Je vais pas faire mes voitures. Une voiture, ça fait pas 200 000 km. Alors qu'en Europe, on était sur le thème, j'étais chez Saft à l'époque, bah, une batterie de véhicule électrique, ça doit faire 2000-2500 cycles, parce qu'on est sur des petits véhicules, pas beaucoup d'autonomie, 100-150 km, donc on va recharger souvent, donc du coup il faut faire beaucoup de cycles. Et le problème, c'est que c'est des nouvelles chimies, c'est des nouveaux formats, donc ça coûte cher. Donc finalement, ma petite batterie, toute chose égale par égale, elle coûte peut-être aussi cher qu'une plus grosse batterie qui viendrait en fait de la technologie des ordinateurs portables. Donc ensuite ça a changé, parce qu'aujourd'hui en effet les constructeurs automobiles quand même à la fin avaient raison en disant aux Européens, en disant mais c'est quand même en termes industriels, faire des batteries dans lesquelles on a des milliers de petites cellules comme ça, c'est pas raisonnable en termes de coûts de fabrication, en termes de fiabilité, en termes de sécurité. Donc on est en train en effet de revenir, et Tesla aussi d'ailleurs, hein, sur des formats plus gros, qui sont des formats du milieu, là, qui sont des formats prismatiques, où typiquement on est sur du prismatique aujourd'hui, on est entre 50 et 100 ampères-heure, pour donner des ordres de grandeur, sur une cellule, là où un petit cylindrique va faire 5 ampères-heure. Donc on en met beaucoup moins, puisque c'est en proportion. Hein, voilà. Mais on a toujours, et ça existe depuis longtemps, on a toujours ces trois formats-là. Et finalement, une batterie, c'est un assemblage série parallèle, hein, de ces formats. La tension d'un élément, c'est pas compliqué, il y a deux chimies qu'on va voir juste après bien d'ailleurs. C'est 3,2 volts ou 3,6 volts, il n'y en a pas d'autres. Je la fais simple, hein, parce que voilà, celles qui sont vraiment très utilisées. On la monte en série pour avoir de la puissance, typiquement sur plusieurs centaines de volts. Donc on va en mettre autant qu'il faut pour avoir la puissance, donc la tension. Et puis en parallèle, pour augmenter mon autonomie, pour avoir les kilowattheures, et à la fin, ça fait des batteries. Voilà. Donc je la fais simple, hein, mais voilà, à la base, c'est simple. Donc, un peu d'électrochimie parce que ça introduira la suite. Donc, quel que soit le format, on a toujours la même chose à l'intérieur. Deux électrodes, hein, une électrode positive qu'on appelle la cathode, une électrode négative qu'on appelle l'anode, un séparateur qui fait isolation électrique, parce que si la cathode touche l'anode, ben, on ne va pas charger grand chose, hein, ça va se décharger immédiatement, donc ça fait un court-circuit, mais en fait ça ne se charge pas. Et puis un électrolyte qui va permettre le passage des ions, puisque cette technologie lithium-ion, c'est parce qu'on a des ions lithium, c'est comme ça que ça marche. Donc le séparateur, il isole électriquement, mais il est conducteur ioniquement, et l'électronique, est également électriquement isolant, mais conducteur de façon ionique. Voilà. Alors, côté électrode positive, historiquement, on a commencé, alors c'est toujours la même histoire, hein, il y a 3 ou 4 métaux qu'on utilise, qui sont des oxydes métalliques qui sont lithiés, donc le nickel, le manganèse, le cobalt et l'aluminium. Donc après on les mélange, on fait des blends. Vous entendrez NMC, nickel manganèse cobalt, NCA, nickel cobalt aluminium, NMCA, nickel manganèse cobalt aluminium. Les proportions sont variables. Je la fais simple parce que c'est beaucoup de recettes de cuisine et chaque fabricant a ses propres formulations. Il y a des liants, il y a des additifs qui permettent d'avoir des performances en durée de vie, des performances en température, à tous les niveaux, hein. C'est vrai au niveau de l'électrolyte, c'est vrai au niveau, je veux dire, des électrodes, hein. Et tout ça, donc, sur la positive, c'est un feuillard d'aluminium sur lequel on vient finalement poser cette encre
On parle de quelques dizaines de microns, hein, donc c'est un système de calendrage, hein, donc on vient ancrer les feuillards, et puis derrière on les calandre, on les sèche, et puis derrière on va, en fonction de le format, soit on va les bobiner, ça fait des choses cylindriques, soit on va les stacker, on va les découper et puis les mettre les uns sur les autres. Éventuellement on va les mettre en accordéon, hein, mais à la fin ça va faire, et ça on le retrouve dans les cellules dites pouch, donc rectangulaires, souples, ou bien les cellules prismatiques qu'on a vues tout à l'heure. Sur l'électrode négative, et là longtemps on a beaucoup travaillé, alors je la fais simple, hein, mais on a beaucoup travaillé sur les matières actives positives, moins sur la partie négative, où on a longtemps utilisé, à la base c'est du graphite, le graphite naturel, graphite artificiel, graphène. Donc ça c'est la base encore aujourd'hui de ce qu'on voit dans toutes les voitures électriques. Aujourd'hui c'est des anodes graphite. Pour des applications de puissance, les Japonais ont travaillé au niveau industriel, je pense à Toshiba, sur des technologies dites titanate, oxyde de titanate, qui ont des performances en puissance qui sont super intéressantes et en durée de vie. Donc, en revanche, densité d'énergie, pas top, parce que la tension, là pour le coup, la tension aux bornes, elle tombe, hein, elle tombe à 2,3 volts, donc c'est pas top. Donc on perd immédiatement, je veux dire, en densité d'énergie, on retombe en dessous de 100 Wh par kilo, donc ça va pas pour les applications, on va dire, de mobilité électrique. Silicium-carbone, donc on met un peu de silicium dans le carbone pour améliorer en fait la densité d'énergie. On verra qu'il y a d'autres technologies qui ne sont pas encore commercialisées, tout silicium, qui sont en phase aujourd'hui d'industrialisation. Et puis cette électrode négative, on la même chose, la même histoire, on vient poser tout ça, on vient ancrer tout ça sur des feuillards de cuivre. Voilà, donc ça c'est la base. Ensuite, et là, voilà, et donc simplement pour vous dire ce qui se passe en fait dans le cycle de charge des charges, c'est un échange d'ions lithium, c'est pour ça qu'on les appelle lithium-ion, c'est la version anglaise, on devrait dire ion lithium. D'ailleurs, quand on discute avec des scientifiques français, c'est les technologies ion lithium, c'est la version anglaise qu'on utilise. Quand on décharge les ions, donc alors quand on charge, il y a un phénomène d'oxydation au niveau de la positive, avec les ions lithium qui viennent se loger dans la positive, et la décharge, c'est le mouvement inverse, d'où cette appellation de rocking chair, hein, c'est-à-dire que les ions se promènent en fait d'une électrode à l'autre en fonction de ce qu'on leur demande. Donc à la base, c'est des réactions d'oxydoréduction qui vont se produire et qui vont durer avec des phénomènes de vieillissement, hein, de vieillissement de la matière active quelque part, pour des raisons diverses, hein, mais qui vont durer plusieurs centaines à quelques milliers de cycles, hein, en fonction des batteries, en fonction des technologies. Voilà. Donc ça c'est le principe de base. On comprend encore pas tout, hein, c'est compliqué, enfin, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a des phénomènes chimiques, il y a des phénomènes cristallographiques, donc le fonctionnement, je veux dire, moi, ingénieur sans sciences dures, on va dire, hein, je veux dire, on explique souvent a posteriori, quand on voit un phénomène, on arrive à l'expliquer, mais parfois on a du mal à le prévoir. Il y a des choses qui devraient se passer qui ne se passent pas, ou pas comme on l'avait prévu, parce qu'il y a plein d'effets induits en fait, qui se produisent. Euh, donc ça rend très modeste. Hein. Pour moi, je veux dire, voilà, on est dans l'électricité, on est aussi dans la chimie, on est dans plein de formulations, il y a plein de matières actives en fait, et plein de composantes à l'intérieur d'une cellule. Il y a énormément de programmes de recherche qui continuent à être menés, on n'est pas du tout au bout. Il y a plein de programmes de recherche qui n'arriveront pas au bout, hein, et puis de temps en temps, il y a quelques-uns, quand on les pousse, qui finissent par avoir une solution, des solutions industrielles. Mais il n'y en a pas beaucoup. Dire, par rapport à tous les efforts qui sont faits, il n'y en a vraiment pas beaucoup. En tout cas, au niveau académique et scientifique, on a une très très belle filière en France, avec vraiment des experts qui sont reconnus au niveau international. Voilà. Donc ça, c'était mes cellules. Ensuite, ça devient quoi au niveau d'une batterie? Donc c'est un assemblage, donc cellules parallèles de ces cellules. Deux approches possibles. Une approche traditionnelle qu'on voit sur la gauche, où on fait des modules finalement de ces cellules. Hein, là, on est sur des cellules prismatiques, et qu'on vient assembler en fait ces modules qu'on vient assembler dans un gros pack. On voit là, je veux dire aussi, j'en parlerai pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais il y a aussi toute une gestion électronique, hein, de ces cellules, puisque c'est piloté en temps réel, en tension et en température. Donc on contrôle en temps réel ces paramètres.
c'est remonté au niveau de ce qu'on appelle de carte électronique qui s'appelle des BMS, un Battery Management System. Donc il y a beaucoup d'électronique en fait et beaucoup de capteurs dans une batterie, à la fois pour sa sécurité, pour son bon fonctionnement, pour sa durée de vie. Et puis il y a un autre aspect, la partie gestion thermique. Hein, une batterie, ça vieillit si on la chauffe. Hein, il y a un phénomène qui marche dans d'autres, de vieillissement des matériaux hein, de façon générale, qui marche pas mal, hein, avec une température moyenne qu'on augmente de 10 degrés, par exemple 25 à 35 degrés, on va diminuer la durée de vie, ce qu'on appelle chez nous calendaire, donc en nombre d'années, d'un facteur 2. Donc même si on n'y touche pas, même si on la laisse sur étagère, selon qu'on la laisse à 25 degrés ou à 35 degrés, elle va perdre 2 fois plus vite à 35 degrés ses performances que si elle est à 25. Moralité, quand vous avez une batterie, je veux dire, que vous ne vous en servez pas, le mieux c'est de la mettre au frigo, parce que c'est là où elle vit le mieux. Alors, vous l'enveloppez quand même dans un sac en plastique, parce qu'il faut éviter des problèmes de condensation, hein, il faut éviter qu'il y ait de l'humidité qui se mette à l'intérieur, mais sinon, le meilleur moyen pour stocker une batterie, c'est de la mettre à froid. Voilà. Donc il y a des systèmes de refroidissement qui sont actifs. Donc sur les premières générations, on était sur des systèmes ventilés. Hein, par exemple, la Prius prenait son air frais dans l'habitacle et venait souffler hein, sur la batterie. Donc l'avantage, c'est que bah, c'est pas compliqué à mettre en œuvre, c'est pas cher. L'inconvénient, c'est que la gestion par ventilation, elle est moins efficace que par liquide. Hein, on maîtrise moins en fait les flux d'air. Et puis, je me souviens d'une discussion à l'époque avec BMW qui disait oui, mais nous, on a aussi des cabriolets. Et comment on fait pour refroidir notre batterie? Et une fois qu'on a décapoté, ça marche pas votre truc. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est plutôt toutes les voitures étant climatisées aujourd'hui, on vient chercher, on va dire, le refroidissement sur la boucle froide du véhicule. C'est ce qu'on voit là sur la droite, là sur cette autre, voilà, sur cette autre vue. On voit les circuits là en bas hein, qui viennent en bas de cellules qui viennent refroidir par le bas de la cellule, puisque c'est aux deux extrémités finalement qu'on gère mieux la thermique. Donc par module, plutôt technologie traditionnelle actuelle dans l'automobile, et puis ce qu'on appelle cell to pack, l'objectif étant simplifier, réduire les coûts, parce que faire des modules, ça veut dire que chaque module est indépendant, il a son électronique, il a son câblage, ça prend de la place, donc c'est de faire un seul bloc avec des cellules qu'on va assembler, et c'est ce qu'on voit à droite, là, en un seul bloc. Des problématiques que se posent aussi les constructeurs, c'est penser au recyclage dès la conception, ce qui n'a pas forcément été fait dans le passé, mais il faut quand même qu'à un moment, ces batteries elles soient réparables et qu'elles soient recyclables. Donc, par exemple, beaucoup travailler sur des matériaux isolants ou sur des matériaux conducteurs ou sur des cols. Bien penser qu'à la fin, il va falloir démonter tout ça et que ça fait partie aussi des contraintes hein, de conception pour faire des batteries qui soient recyclables. En termes de coût, donc ça date un petit peu, mais c'est toujours vrai en fait. J'ai regardé sur des cas plus récents. Je vous disais tout à l'heure en fait. Hein, donc là c'est une batterie de véhicule électrique de 22 kWh. Donc aujourd'hui on est plutôt, donc ça date de 2018. Hein, on est en 2022. Aujourd'hui le standard c'est plutôt 40 et les prochains modèles c'est plutôt 50, c'est plutôt 60. Et on pense que ça va se stabiliser autour de 60 kWh. Après il y a des problématiques de coût quand même hein, et d'encombrement sur le véhicule qui se posent. Mais il faut garder en tête, en fait, dans une batterie, 50%. Alors, déjà, une batterie, ça dépend des véhicules, mais c'est allez, on va dire, c'est 40% à 50%, on va dire 40% du coût de la voiture. Et à l'intérieur de la batterie, 50% du coût de la batterie, c'est les cellules. Donc après, il y a tout le reste, sur lequel il faut travailler aussi, mais on sent bien que si on veut faire des batteries pas chères, il faut d'abord travailler sur la cellule, à tous les niveaux. Et puis ensuite, évidemment, parce qu'on voit quand même que c'est que 50%, donc après, on voit tout le reste. Hein, donc il y a de l'électronique, il y a du câblage, il y a de la mécanique, il y a de la gestion thermique. Donc si on peut supprimer tout ça, si on peut simplifier tout ça, on fait des batteries qui sont moins chères. Oui. Le vieillissement thermique, ça serait aussi valable pour le plomb ou pas? Ouais, ça marche aussi pour le plomb. Ouais, ouais pareil, pareil. Mais le plomb, là, on est sur quelques centaines de cycles hein, pour le plomb quand tout se passe bien. Hein, ça cycle très mal une batterie plomb. Après, bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais dans le vieillissement, quand on parle de cycle, il faut garder en tête que c'est quoi un cycle hein, donc, et que pour une batterie, il vaut mieux faire des petits cycles
peu profonds, particulièrement lithium-ion, hein, parce qu'il n'y a pas d'effet mémoire, que des grands cycles très profonds, 100% 0, 100% 0, qui usent beaucoup plus que plein de petits cycles. Hein. Donc voilà, et on est aujourd'hui sur des cyclages de plusieurs centaines à quelques milliers de cycles, hein, pour les batteries de voitures. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la structure de coût. Donc tout le monde se bat là-dessus parce qu'on sait qu'une voiture électrique ça coûte cher parce que la batterie coûte cher. Il faut pouvoir en vendre, et donc c'est là-dessus que ça va se jouer. Comment réduire le coût des batteries de voitures. Et on verra après ce qui s'est passé avec un peu le Covid, mais surtout, voilà, c'est pas tellement le Covid, mais c'est plutôt l'évolution de ces volumes. Mais je ne vais pas déflorer le sujet, mais on va s'apercevoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que rien n'est gratuit en ce bas monde, et qu'à un moment, plus on creuse et plus ça coûte cher, quoi, si j'ose dire. Voilà. Autre message, alors c'est les matières premières critiques. Donc on ne dit pas terre rare parce qu'il n'y a pas de terre rare dans les batteries lithium. Je ne sais plus qui j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps on parlait de métaux rares. Alors métaux rares c'est un peu ambigu parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle, mais terre rare en tout cas ça il n'y en a pas. Donc ça c'est une analyse qui est faite au niveau européen. Ça c'est une mise à jour en fait 2020 où on voit finalement des métaux qu'on pourrait penser ne pas être rares, mais qui sont fortement consommés par l'industrie automobile dans les batteries et qui finalement finissent par poser des problèmes. Donc là j'ai entouré en fait les choses qui posent problème. Hein. Le premier métal qu'on utilise dans une batterie de voiture, c'est l'aluminium. Parce qu'il y en a dans la cellule. On a vu tout à l'heure que l'électrode, la positive, c'était des feuillards d'aluminium. Hein. C'est souvent les godets, parce que c'est un métal léger, c'est des godets d'aluminium. Les boîtiers, toujours pour des raisons de poids, c'est de l'aluminium. Hein, c'est ce qu'on voit là, dans la partie batterie système périphérie, etc. C'est la housing, hein, donc ce qu'on appelle le godet, hein, c'est de l'aluminium. Donc à la fin, ça fait beaucoup. Je crois que j'ai pas fait le total là, mais je crois qu'on est à 25% en fait dans une batterie, il y a de l'aluminium. Et puis ensuite, on trouve des choses plus exotiques, le cobalt, qui était utilisé beaucoup dans l'industrie de la sidérurgie, hein, dans les aciers spéciaux, pas que, mais voilà. Le lithium qui était très peu utilisé, donc on n'avait pas besoin d'extraire du lithium. Le manganèse, un petit peu, qui n'est pas critique. Et là, donc sur la droite, vous voyez les 4 métaux dans le domaine des batteries, parce qu'il y en a d'autres, hein, des métaux critiques, il y en a d'autres. Donc la bauxite, hein, donc, qui est l'origine, on va dire, la matière première de la filière aluminium. Le cobalt, dont on cherche à se débarrasser dans les batteries pour plein de raisons. La première, c'est parce que ça, alors je ne sais pas si c'est la première ou la seconde, mais ça coûte cher, hein, le cobalt coûte cher. Et un pays représente au moins les 2/3, si ce n'est pas 70% de la production mondiale de cobalt, c'est la République démocratique du Congo. Avec des filières d'extraction qui ne sont pas vraiment sous contrôle. Donc en termes de développement durable, c'est assez moyen. Et puis en termes de dépendance géostratégique, c'est vraiment compliqué. Donc, et puis il n'y en a pas beaucoup ailleurs du cobalt. Hein. Donc pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, une des tendances, c'est de se dire les prochaines chimies, moins d'utilisation de cobalt, mieux on se portera. A priori, ce sera moins cher et surtout, on sera beaucoup moins dépendant d'un pays. Hein. On verra que ce n'est pas le vrai sur le lithium. Lithium, il y a pas mal de pays qui sont producteurs de lithium. Hein. Donc, Chine, donc en Amérique du Sud, également en Australie. Et puis donc le graphite naturel, qui est également listé là. Ce qu'on voit sur ce tableau, c'est on n'a quasiment rien en Europe en fait. Hein. Donc quand on se met vraiment en dépendance, on pense toujours au pétrole, on n'a pas de pétrole et encore on en a peut-être un peu plus du pétrole qu'on a des matières premières pour fabriquer des batteries. Donc ça peut être bien réparti, c'est le cas du lithium où il y en a dans pas mal d'endroits. Ça peut être très mal réparti, c'est le cas du cobalt. En tout cas, on est en forte dépendance et on va voir que les flux se tendent, hein, et la chaîne logistique, elle devient vraiment compliquée à gérer. Voilà. Et puis on voit aussi là, dans les graphiques, donc, je ne sais pas si c'est très lisible, mais la dépendance à l'importation, on oscille entre 87% pour la bauxite ou 86% pour le cobalt, et puis 100% pour le lithium, donc autant dire qu'on n'en a pas chez nous. Même s'il y a des projets aujourd'hui, de réouvrir des mines, je pense en particulier les mines de lithium en France, parce qu'on a quand même un peu de lithium,
des mines qui ont été fermées à l'époque, parce qu'elles n'étaient pas rentables par rapport à d'autres extractions plus lointaines, et qui aujourd'hui pourraient reprendre du sens. Malgré tout, il ne faut pas se raconter d'histoire, quand on voit les tonnages qu'on cherche à avoir, c'est pas ça qui va nous rendre notre indépendance. Hein. Voilà. Donc très dépendant, entre 85 et 100%, et puis des taux de recyclage, toutes applications confondues, qui sont hyper faibles aujourd'hui. Hein. L'aluminium, par exemple, on le recycle très peu. Le cobalt, on le recycle dans l'industrie de la sidérurgie, assez spéciaux. Le lithium, on le recycle très peu. Et le graphite non plus. Donc il y a aussi une vraie dimension de dire il faut mettre en place des filières qui vont permettre de récupérer ces métaux, même si ça c'est pas la solution entière au problème, ça participe quand même à trouver des solutions. Voilà, donc ça c'était la première partie plus techno. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre nos PC au frigo? Bah, le PC en lui-même, il va peut-être pas aimer avec l'électronique qui est dedans. Je pense toujours à l'humidité, moi. Hein, dire, mais si vous pouvez sortir la batterie, c'est pas mal. Hein. Mais ça marche aussi sur les piles. Hein, c'est les piles nickel métal hydrure. Si vous voulez stocker longtemps, vous diminuez les autodécharges, vous calmez la chimie, elle s'endort en fait. Hein. La chimie s'endort et ça vieillit plus. Voilà. Donc on va parler de la filière industrielle. Je vois le temps qui passe, hein, donc il faut qu'on... Voilà. Alors, la chaîne de valeur, parce qu'elle est un peu compliquée cette chaîne de valeur en fait. Hein. Si vous regardez un peu l'actualité, on parle beaucoup des gigafactories, mais c'est que le bout, ça veut dire de la chose, la gigafactory. C'est gigafactory, elle fabrique des cellules, mais il y a tout l'amont. Hein, et ce dont on s'occupe finalement aujourd'hui, en Europe, c'est de la partie droite là. Hein, alors on remonte, c'est-à-dire qu'au début, les constructeurs automobiles ont acheté leurs batteries, leurs cellules soit les batteries complètes d'ailleurs, soit les cellules en Asie. Ensuite, on est remonté dans la chaîne en achetant les cellules en Asie et en faisant les packs en Europe. Hein, donc c'est ce qu'on appelle, là c'est un document Volkswagen, l'assemblage des modules. Donc ça a duré pendant toutes les années 2000. Maintenant on arrive toujours dans une logique d'intégration verticale, parce que derrière, ça permet de maîtriser les chaînes logistiques, et puis ça permet de réduire les coûts. Puis c'est le nerf de la guerre quand même. Hein. La batterie pour un constructeur automobile, c'est le moteur de l'ancienne histoire. Quoi. On ne sous-traite pas en fait son groupe moteur-propulseur, on ne sous-traite pas son moteur. C'est quand même la partie noble, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on est différenciant. Donc j'intègre petit à petit. Donc, intégration donc, des modules. Donc j'achète mes cellules, mais je fabrique tout le reste. L'électronique, la mécanique, l'intégration véhicule, la communication, etc. Plus récemment, il y a quelques années, un peu je dirais, c'est un peu Tesla, hein, Elon Musk, hein, qui a lancé la tendance aux États-Unis, de ces gigafactories, de dire toujours dans une optique de mieux maîtriser son avenir et de mieux maîtriser ses coûts. Je vais fabriquer mes cellules en Europe, hein, donc c'est des gigafactories, j'ai une carte, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est furieux. Enfin, moi j'aurais tendance à dire que c'est folie furieuse. Hein, c'est-à-dire que tous les pays, ils ont leur gigafactory. Et leur gigafactory, il y en a 3 en France, il y en a je ne sais pas combien en Allemagne, il y en a en Suède, il y en a partout. Quoi. Donc on est passé d'un état où il n'y avait rien du tout à un état où il y en a partout. Voilà, donc on verra la carte tout à l'heure. Et puis après, on remonte. Et là, quand on remonte, les matières actives, elles ne sont pas chez nous, elles sont en Asie, beaucoup en Chine. On commence à voir aujourd'hui des partenariats qui sont en train de se créer pour réintroduire sur le marché européen les matières actives, parce qu'aujourd'hui on importe tout d'Asie. Donc on a certes des gigafactories en Europe, mais les matières actives, elles sont toutes fabriquées en Asie. Donc la dépendance, c'est mieux de fabriquer en Europe les cellules que de les fabriquer à l'autre bout du monde, mais c'est pas encore ça. Et ça prend du temps tout ça, hein. C'est des investissements. Quand vous regardez la presse, mais c'est une unité de production, une gigafactory, c'est des milliards d'euros d'investissement. C'est monstrueux. On investit des sommes considérables. Et quand on remonte dans la chaîne de la chimie, c'est à nouveau des milliards d'euros. Hein. Il y a eu récemment en fait, une annonce de presse d'un partenariat entre l'activité batterie de Volkswagen et puis Umicore, hein, qui est un grand chimiste de la batterie belge. On parle d'un engagement commun de 3 milliards d'euros sur les prochaines années pour fabriquer des matériaux de cathode et fournir donc entre autres Volkswagen, pas que, hein, pour le faire en Europe. Donc on sent qu'on est juste en train de travailler sur l'amont de la fabrication des cellules.
Alors je ne parle pas, mais j'en ai parlé juste avant, hein, je veux dire, c'est du raffinage et de l'exploitation et de l'extraction des matières premières. Là, pour le coup, c'est pas du tout chez nous. Je veux dire, c'est l'extraction, ben, on ne va pas déplacer les mines, hein. C'est compliqué, ça on n'y arrivera pas. Et le raffinage, je vois le cas de la Chine. La Chine n'est pas un grand producteur de matières premières. En revanche, elle concentre une grosse capacité de raffinage. Donc elle a très vite intégré en fait l'amont, hein, de la filière. La Chine est très très indépendante en fait, même si elle n'a pas toutes les matières premières, elle est très indépendante sur l'ensemble du reste du cycle. Voilà, et donc on l'a vu, mais sur cette dépendance, hein, de très peu de matières premières, j'ai pris le cas du lithium, qui est intéressant. Donc là, vous voyez les pays par ordre de présence, on va dire. Donc à gauche, hein, la production annuelle. Ça, c'est un document production. Donc c'est un document 2020, donc j'imagine que c'est 2019 ou 2020. C'est toujours de source Volkswagen. Premier pays producteur, l'Australie. Hein, deuxième pays, le Chili. La Chine en 3, l'Argentine en 4, puis on voit le Portugal, mais pas beaucoup le Portugal, hein, mais il est là. Et puis donc à droite, c'est les réserves. Alors c'est pas tout à fait la même échelle. Là, on est en milliers de tonnes. On est en. Attendez voir. Oui, c'est ça, on est en milliers de tonnes dans les deux cas, sauf que là, je vois par exemple le premier producteur, c'est l'Australie, c'est 50 milliers de tonnes, donc 50 000 tonnes, mais il a des réserves de 2 700 000 tonnes. Donc on se dit, d'un point de vue de ressources naturelles, il y en a. C'est pas le problème. On en a beaucoup. On est plus dans une situation de dépendance géographique, mais du lithium, on va pas, quand on fait des calculs, et même si on transforme toutes les voitures thermiques en voitures électriques, on ne va pas manquer de lithium. On va manquer de lithium, on verra plus tard, mais on va manquer de lithium en termes d'extraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut aller taper dans ces réserves, quoi. Mais ces réserves, elles ne sont pas exploitées aujourd'hui. Hein. Donc, je vous montrerai les chiffres tout à l'heure. C'est intéressant. Voilà, voilà. Donc, forte dépendance, mais il y en a. Je vous parlais des gigafactories. Donc, voilà, photo en février 2022. Il faut même donner le mois parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, il y en a beaucoup. Je me suis dit, avant de venir, je vais compter le nombre de gigawattheures qui sont dispo, puis je me suis lassé. D'abord c'était écrit petit, et puis je me dis, bon, voilà. Donc je prends un exemple. Alors, typiquement, si on se dit une voiture, c'est 50 kWh. Hein, donc 1 gigawattheure, sauf si je me suis trompé dans mes calculs, mais c'est 20 000 voitures. Hein, voilà, donc 1 gigawattheure, 20 000 voitures. Je regarde en France, par exemple, je vois Vercors, ils sont vraiment dans le nord de la France. Vercors, 16 gigawattheures. Donc 16 gigawattheures, c'est 16 fois 20, hein, donc ça fait 500 000, c'est ça, hein, 320 000 voitures. Mais c'est la première étape. La deuxième, c'est 50 gigawattheures. Mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi ACC. Donc ACC, c'est la filiale, donc Saft, Total, Stellantis, Daimler, hein, filiale 3, avec des sites en France et en Allemagne, hein, donc à Douvrin et puis à Kaiserslautern. Première tranche 16 gigawattheures, deuxième 64, etc., etc. Et comme ça, il y en a dans tous les pays. Donc, alors ça, c'est des créations, on va dire, un petit peu ex nihilo, européennes, hein, avec des technologies européennes. Puis ensuite, on a des transplants, qui l'eût cru il y a 10 ans, hein, mais on a des transplants chinois ou coréens qui viennent installer leur ligne de production en Europe. Hein. Donc, le leader mondial de la batterie, c'est CATL, qui est là, hein, c'est à Erfurt. On a Microvast, qui est un chinois. On a en France, même si c'est un partenariat, Renault Envision, hein, mais qui est d'origine japono-chinoise. Hein, c'est ex-Nissan, en fait, des technologies Nissan. Samsung, grand fabricant coréen. SK, grand fabricant coréen. GS Yuasa, grand fabricant japonais, etc., etc. Donc les Asiatiques sont là aussi. Hein. Ils ont des capacités de production et ils transfèrent en fait leur savoir-faire industriel de ce qu'ils ont fait en Asie à l'Europe. Le cas intéressant aussi pour le marché européen, c'est on souhaite avoir des batteries qui soient le plus décarbonées possible. Le processus de fabrication d'une batterie est très consommateur d'électricité. Donc on consomme beaucoup plus d'énergie pour fabriquer une voiture électrique à cause de la batterie qu'une voiture thermique. En revanche, à partir du moment où elle est fabriquée, l'économie, elle se fait sur le roulage. Et donc,
Alors il faut que l'électricité qu'on utilise soit au maximum décarbonée. Donc, ce qui fait que dans certains pays, en termes d'impact carbone, hein, avec le chauffement climatique, ben, on ferait mieux de rouler avec des bons diesel très efficaces plutôt qu'avec des véhicules électriques. On cite le cas de la Pologne, parce que la Pologne, l'électricité, on ne sait pas comment sera l'avenir, mais il s'est passé plein de choses ces derniers mois, mais l'électricité, elle vient de la filière du charbon ou du gaz, et du coup, elle est très carbonée. Donc finalement, l'impact durant la vie de la voiture est beaucoup plus faible qu'en France, par exemple, où on a une électricité très décarbonée. Sachant qu'il y a beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie en fait, qui est mise en œuvre au moment de la fabrication des batteries, les premiers sites en fait, se sont développés dans le nord de l'Europe, en particulier en Suède, avec vous avez peut-être entendu parler de Northvolt, hein, qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'est mis au milieu, je veux dire, de nulle part, parce qu'on a de l'hydro et de l'éolien, mais c'est beaucoup d'hydro. Donc là, on a une électricité qui est très verte, et du coup, on a un impact carbone dans la fabrication qui est excellent. Hein. Donc, il y a aussi cette dimension, et l'un des moyens, je dirais pas protectionniste, parce que c'est quand même ça un petit peu à la fin, mais c'est de se dire, l'industrie européenne et les réglementations batteries qui sont en train de se mettre en place, elles visent à avoir des contenus carbone contenus carbone, CO2, hein, donc réchauffement climatique, les plus faibles possibles. Avec à terme, possiblement, l'interdiction de pouvoir vendre des batteries très carbonées sur le marché européen. Donc c'est deux manières, on va dire, détournées, une préférence qu'on essaye de donner, je veux dire, aux industriels européens pour lutter contre la concurrence asiatique. Donc ça, c'est au niveau des gigafactories. Là, on y fabrique donc des cellules. N'empêche que, ce que je vous disais juste avant, au niveau juste en amont, les matières actives, donc là j'ai pris le cas du cobalt, hein, des pardon, pas du cobalt, des cathodes. Hein, donc qu'est-ce qu'on voit? Vous ne voyez peut-être pas, mais donc ça c'est la Chine. C'est qu'est-ce qui se passe en Chine? La Chine, elle a peu de matières premières en fait. Hein. C'est-à-dire elle a 13% de réserve de production lithium, donc le reste elle est très dépendante de l'étranger. Elle a que dalle en cobalt, beaucoup la République démocratique du Congo. Elle n'a pas grand-chose en nickel. En revanche, à partir de raffinage en fait, de ces matières premières, on la voit arriver lithium 44%, cobalt 75%, sulfate de nickel 69%, manganèse 95%, graphite 100%. Et évidemment, quand je passe en fait des matières actives enfin du moins des matières, des précurseurs aux matières actives, au niveau mondial, la Chine représente 78% de la production de matière active pour les cathodes et 91% pour les anodes. Sachant que 91% c'est beaucoup du graphite, et on comprend puisque le graphite il est à 100%. Je veux dire, donc, en fait, la Chine a développé en fait toute la filière. Hein, et ce qu'elle n'avait pas sur son territoire, ben, elle ne l'a pas. Alors après, elle fait des deals avec des pays africains, hein, c'est s'organise autrement, hein, mais elle a vraiment travaillé en amont sur son indépendance. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais on pourrait se dire, ouais, mais tout ça, ça va s'arranger. Ben, pas trop, parce que c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Là, si on se projette en 2030-2032, là, vous avez la courbe, en fait, des productions en kilotonnes par an de, de, de cathodes de cathode NMC. Donc, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui dans l'automobile. On est là, hein, donc on est à 20%, on est à 1500 1500 kilotonnes par an. Et puis on va monter avec le développement, en fait, on verra juste après, le développement des véhicules électriques à 8000 kilotonnes par an. Et là on voit les parts, donc ça c'est à droite, et à gauche on voit les parts des différents pays. En 2020, la Chine représente un peu plus, on va dire 65% hein, de la production, toutes technologies confondues. Elle représentera 88% en 2030. C'est-à-dire qu'en fait, cette capacité, alors beaucoup pour le marché régional, hein, le marché national chinois, mais en fait, cette avance de la Chine, elle ne va pas la perdre. Il y a des investissements considérables qui sont faits en Asie. Et finalement, ce qu'on voit nous, là, l'Europe, elle est en bleu. Donc en effet, là, on n'a que dalle. Donc, et puis on voit que ça se développe. Mais je trouve ça intéressant de mettre en relation, de dire de quoi parle-t-on. Et le vert, c'est le Japon. Donc Chine, Corée, euh, Japon, euh, Europe en bleu, et puis le reste là. Amérique du Nord, ici qu'on voit, mais très peu en fait, hein, très très peu. Voilà, donc cette dépendance chinoise, enfin du moins,
c'est pas forcément cette dépendance, parce qu'on essaye justement de s'en séparer. En tout cas, cette prépondérance de l'industrie chinoise, elle est là pour longtemps. Et on peut comprendre la crainte, l'inquiétude des constructeurs automobiles européens quand on ouvre les frontières, quand on dit 2035, il n'y a plus de véhicules électriques, il n'y a plus de véhicules thermiques, et les Chinois qui sont là avec leur industrie à eux, quoi. Donc les Américains ont pris la chose différemment en disant il y aura des aides à l'achat, 7500 $, mais que pour les voitures et les batteries qui sont fabriquées aux États-Unis. Donc les Chinois, soit vous fabriquez chez moi, ça crée de l'emploi local, etc., et ça me va bien. Sinon, vous n'avez pas les aides. Vous pouvez importer, il n'y a pas de problème, mais vous avez un handicap au démarrage de 7500 $. C'est pas le cas aujourd'hui en Europe. Donc on commence à en parler, mais voilà, quand on voit ce que les Chinois sont capables de faire, je pense à l'industrie photovoltaïque par exemple, où il y a, je parle à des spécialistes, je pense à Alain dans la salle, là, il y a 10 ans, 15 ans, les leaders mondiaux étaient allemands. Les panneaux étaient fabriqués en Allemagne. Le premier producteur mondial, c'était l'Europe. Il n'y a plus personne en Europe, quoi. Ou quasiment plus personne. Tout est fabriqué en Chine. Donc moi je dis, il faut faire gaffe, quoi. C'est toujours un peu inquiétant, quoi. Quand on voit la puissance de feu de l'industrie chinoise. Voilà, donc un message, des chiffres en tout cas pour... Excuse-moi, les Américains, comment ils n'ont pas de batterie? Peu. Alors qu'est-ce qu'ils font pour leur voiture électrique? Ils n'ont pas de voiture électrique? Ils travaillent avec des Asiatiques, ils travaillent avec des Coréens beaucoup. La Gigafactory, en fait, il y a Tesla, mais les autres, cette interdiction des véhicules thermiques en 2035, c'est quand même uniquement européen. Donc aux États-Unis, ça ne les touche pas du tout, ça. Donc finalement, ça reste un marché de niche pour les voitures électriques. On est très en avance en Europe. Alors, les Chinois sont très en avance, mais les Européens sont très en avance aussi. Les Américains, c'est un sujet. Les grands constructeurs, les Ford, les General Motors, ils ne travaillent pas beaucoup là-dessus. C'est Tesla en fait qui a fait bouger les lignes, mais les autres ne bougent pas, très peu. Donc ça se voit là. C'est un nain en fait. Les États-Unis sont un nain sur ces sujets-là. Sur les marchés, parce qu'on va voir après ce que ça veut dire sur les volumes dont on a besoin, ça c'est tout, c'est la batterie, c'est le marché des batteries lithium-ion au niveau mondial, toutes applications confondues. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant longtemps, jusque dans ces eaux-là, si je regarde là ce qui se passe, le gros c'était, on ne voit pas bien parce que c'est petit, mais c'était le vert, c'est-à-dire en fait tous les produits d'électronique en public. Puis on voit apparaître là le bleu, c'est les voitures particulières, donc c'est les voitures. Le bleu foncé ensuite, qui est évidemment plus faible, c'est les véhicules commerciaux, donc les utilitaires et les bus, les camions, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On est juste dedans, là. C'est juste en train de décoller. Qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent? C'est que le reste va globalement rester à peu près stable. Vous voyez là par exemple, l'électronique grand public, les téléphones, les ordinateurs, ça reste à peu près ce que c'est. Au-dessus, j'ai le stockage stationnaire, donc celui qui sert pour stocker l'énergie solaire, l'énergie des éoliennes. Il ne va pas représenter grand-chose, il se développe. Il se développe, toute chose égale par ailleurs, il se développe beaucoup. Le petit jaune, là, c'est les 2 roues électriques qui se développent aussi. Mais ce qui représente 80% du marché en 2030, c'est la voiture électrique. Donc tout ce qu'on est en train de voir en termes vraiment de révolution dans la chaîne de valeur et dans la filière, c'est le véhicule électrique qui le crée. À horizon 2030, 80%, plus de 80% des batteries seront pour les voitures électriques. Et là, on parle en capacité. Non, mondial. C'est à peu près la même chose. Gardez en tête, une batterie de téléphone portable, c'est typiquement 10 Wh. Une batterie de voiture électrique, c'est 50 kWh. Donc 50 000 Wh. Donc évidemment, même s'il y a plus de téléphones portables qu'il y a de voitures, l'effet de masse fait que ce qu'on voit là, quoi. Donc ça veut dire que les besoins en matière première vont suivre ça. De façon, ok, on améliore les densités d'énergie, etc. Mais globalement, quand on regarde les chiffres à la louche, on s'aperçoit qu'on est quasiment en proportion. Et que ça donne quoi? Ça va être mon graphique d'après. Ça, je fais un zoom là, sur le lithium. Donc là, on est là. Ce peu de grid graphique. Donc déjà, à horizon 2050, on aura besoin de 25 fois plus de lithium qu'aujourd'hui. En 2040, la consommation de lithium sur un mois
sera celle qu'on a eue sur l'ensemble de l'année 2021. Donc on aura multiplié par plus de 10 en 2040 la consommation de lithium. Donc on est sur une tendance, et là ça tient compte en plus du recyclage. Alors il y a un message, je ne vais pas garder le graphique parce que on n'avait pas forcément le temps, mais le problème du recyclage, c'est que les batteries des véhicules électriques durent un certain temps, et donc on est sur une courbe très très forte entre maintenant et 2035, et donc les batteries qui seront bonnes pour être recyclées, quand on en aura besoin pour suivre cette courbe, elles seront sur des roues, elles ne seront pas encore disponibles. Et si jamais on leur trouve une deuxième vie, par exemple pour faire du stockage d'énergie renouvelable, elles seront encore moins sur les disponibles. Donc en fait on a un gros décalage, et les études montrent qu'on va commencer à avoir un volume raisonnable de batteries en fin de vie automobile pour les recycler dans les années 2035-2040. Mais en même temps on dit en 2035 il faut que toutes les voitures qui soient vendues en Europe soient électriques. Donc on a un mismatch là, je veux dire, il y a un trou, il y a un problème de timing. On va très vite en fait sur l'électrification du parc, mais le recyclage viendra beaucoup plus tard. Donc il va falloir trouver des solutions à ça, hein. Sinon c'est la transition énergétique qu'on ne fera pas. Voilà. Alors ce que ça veut dire aussi, donc là première dimension, hein, il faut y arriver parce que sinon c'est la transition énergétique qu'on ne fera pas. On verra après ce que ça veut dire en termes d'extraction, et on parlera aussi du recyclage. Il y a une autre dimension qu'il faut garder en tête, c'est, et là on l'a vécu en fait à court terme, et on est encore dedans, c'est les prix. Hein. Donc c'est mon slide suivant. Ce qui s'est passé en fait, et c'est un effet offre-demande, ouvrir une mine, c'est entre 5 et 10 ans. Donc une mine de lithium par exemple, de cobalt, c'est 5 à 10 ans. Et les constructeurs automobiles, eux, ils ont lancé leur Gigafactory, donc ça y est, c'est parti. Et du coup, il y a un déficit de matières actives, et les prix augmentent sur les matières premières. Donc ça, c'est ce qui s'est passé entre juillet 2022, entre janvier 2020 et juillet 2022, sur les différents matériaux là, qu'on a vu, hein, qu'on utilise dans les cellules. Le cobalt, le cobalt n'a pas beaucoup bougé. Ouais, il s'est fait un x2 quand même. Hein. C'est 100% d'augmentation, ça veut dire multiplié par 2. C'est pas. Voilà, quand on va faire ses courses et qu'on voit que le prix a été multiplié par 2, c'est beaucoup. Le lithium, multiplié par 10. Alors, et c'est la courbe juste après, là, il n'est pas redescendu le lithium. Le cobalt est redescendu, mais le lithium il n'est pas redescendu. Le nickel, on est à 50%, le manganèse n'a pas trop bougé, le graphite, il est à 50%, le graphite synthétique, il est à x3. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est une explosion du cours des matières premières. J'ai fait un zoom là sur le lithium. Le lithium, donc grade batterie. Hein, on était dans les années, là vous voyez pas forcément, je vous dis, à mi-2020, on était en dessous de 10 000 $ la tonne. Typiquement, on était à 7 000, 8 000 $ la tonne. On est monté à 80 000 $ la tonne, et on est redescendu à 70 000. Et au bout du bout, l'impact sur le prix, parce que ce qu'il y a quand même dans une batterie, on a vu 50% c'est la cellule, et dans la cellule, une grosse partie du coût, c'est les matières actives. Donc en fait, ce qu'on constate, alors après il y a du process, des coûts de process, etc., c'est pas complètement linéaire, mais ce qu'on constate, et c'est mon graphe suivant, c'est que, comme je disais, c'est pas un long fleuve tranquille, les économistes, les consultants, faisaient leurs statistiques et leurs projections, hein, je veux dire, avec toutes les régressions qu'on veut bien, depuis les années 2010, en disant c'est génial, ça baisse, un peu comme dans l'électronique, hein, je veux dire, on a une baisse tous les 18 mois, etc. etc. Ouais, enfin, sauf que. Et donc on prolongeait. Hein, je veux dire, donc là, il y a une photo arrêt sur image en 2018, ça c'est un graphique 2018, où on était à 200, un petit peu moins, on était à 150, 180 Wh par kilo, très gros volume pour l'automobile, et puis on prolonge, hein, vous voyez, la learning curve, hein, donc les économies d'échelle, on fait du 18% de baisse par an, puisque c'est la tendance, les modèles marchent bien, etc. Et puis en fait, quand on revient 2 ans plus tard, 4 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le décollage en fait du marché des véhicules électriques, plus sans doute un peu de Covid, ce qui fait que les prix 2021, ils sont quasiment ceux de 2020 en fait. Et puis 2022, ils ont remonté. Puis 2023, on espère qu'ils vont baisser, mais ils ne bougent plus en fait. Ils sont calés à 140, 130, 140 Wh par kilo. Alors c'est très embêtant parce que derrière, ça veut dire que le prix d'un véhicule électrique, qu'on voudrait voir baisser, il ne baisse plus. Quoi. C'est du dollar. Pardon, oui, c'est du dollar. Ouais, c'est du dollar. Enfin, aujourd'hui,
Ouais, c'est des dollars. Oui, dollars par kilowattheure, pardon. C'est des dollars par kilowattheure. Ouais, ouais, c'est des dollars par kilowattheure. Euh, et donc on n'y est plus. Et en fait, il y a un moment où l'économie d'échelle, c'est-à-dire que plus le marché est important, il y a un effet inverse qui se produit, il y a un phénomène de raréfaction, et le volume se développe, mais les prix augmentent, parce qu'on est dans une économie contrainte. Ça va se redétendre, mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'extraction, en fait. On n'a pas suffisamment de matières premières. Donc, en fait, c'est l'offre et la demande qui s'équilibrent comme ça. La difficulté, c'est il faut des années pour ouvrir les mines. Donc, en fait, on va vivre comme ça, selon les projections, au moins pour les 5 ans qui viennent, hein, les 5 à 10 ans qui viennent, on va être en permanence dans une pénurie. Un coup, il y en a assez, un coup, il n'y en a pas assez. Et quand on voit la courbe, un x5, hein, d'ici à 2030, la courbe qui était juste avant, on se dit on va rester, si on était stabilisé, on pourrait se dire bon, ça va se stabiliser, les capacités de production vont se remettre en place, on va avoir des matières actives et ça va redescendre. Mais le problème c'est que c'est une course contre la montre et le marché et la réglementation va plus vite finalement que l'industrie derrière, donc la filière et le coût. Hein. Elle investit, mais il faut du temps. Et donc ce décalage fait que il est possible que les batteries des voitures électriques, dans les années qui viennent, aujourd'hui les constructeurs automobiles constatent des hausses de prix. Donc c'est pas, voilà, les prix sont plus les mêmes de batteries, constatent des hausses de prix. Et les projections, alors c'est très compliqué, du coup les projections, c'est plus compliqué, on a moins de chiffres maintenant. Les projections à moins 18% par an, on les voit plus trop. Les économistes sont un peu calmés en disant il y en a un problème dans le modèle. Euh, voilà. Le modèle de Gigafactory, justement, n'était pas judicieux. On était peut-être aussi dans cette tendance-là. On anticipait le marché. Gigafactory, c'est il est judicieux dans la mesure où on fait de l'intégration verticale malgré tout. Donc ça fait quand même faire des économies. Hein, plutôt que d'avoir des fournisseurs qui transforment et qui vendent avec leur marge, etc. Donc on fait des économies logistiques, on fait des économies d'intégration verticale, mais on ne fait pas d'économies sur le cours des matières premières. Elles sont en cours de montage, là, aujourd'hui, on continue à acheter des cellules en Asie. Hein. Mais en cours, hein, c'est une course contre la montre. Hein. Certains... Parce que là, ouais, mais moi je connais certaines gigafactories, hein, c'est pas en France, mais qui disent nous on hésite à aller sur le marché de l'automobile parce que ça va être un bain de sang quoi. Quand ces gigafactories vont tous tourner, là aujourd'hui ça va, hein, on est en pénurie, mais une fois qu'elles sont toutes en mode production, on va passer d'une situation de pénurie à une situation de surcapacité et ça va se terminer que les marges vont s'effondrer complètement. Jusqu'à un point où on ne va plus vivre. Quoi, hein. Alors après, vient se rajouter là-dessus la problématique des matières premières. Donc c'est compliqué aujourd'hui de faire de la prévision, en tout cas de se dire la voiture électrique dans 5 ans coûtera moins cher que la voiture électrique d'aujourd'hui. Moi je suis pas sûr. Quoi. Et déjà aujourd'hui elle est trop chère. Donc à cause des batteries. À cause des batteries. Le reste coûte pas cher hein, sur une voiture électrique, c'est vachement simple. Hein. C'est vraiment la batterie qui coûte cher. Ou si on change de technologie de batterie, on va y arriver, mais ça va pas. Voilà, voilà. Je regarde l'heure, ouais, on a encore 10 minutes, un quart d'heure. Alors, ce que ça veut dire en fait, si on veut servir les besoins et tenant compte du recyclage, hein, on a vu on va le voir après, mais les tonnages de recyclage, il n'y aura pas beaucoup de matière à recycler en fait avant 2035. Donc ça a un petit impact, mais ça n'a pas un gros impact. J'en parle maintenant, je veux dire, comme ça ce sera fait, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les années qui viennent, entre maintenant et 2035, la principale source de lithium-ion à recycler viendra des scraps des fabricants des gigafactories, qui sont élevés, hein, donc on est à 10%, 15%. Et du coup, la première source en fait de recyclage, ce seront ces batteries qui ne sont pas commercialisables et qui seront recyclées. Et ça va commencer vraiment à s'inverser avec les batteries qui seront en fin de vie automobile. À partir des années 2035, on va commencer à voir, j'ai un graphique là, voilà, qui montre ça. Donc, les déchets de production, ouais, tout à fait, les déchets de production. Alors ça fait, c'est dur quoi de se dire, je balance 10% de ma production, je balance 10% de mon résultat aussi quand même, hein, quelque part. C'est pas top quoi. Donc évidemment, on n'a pas un fabricant de batterie, il n'a pas envie, il n'a pas intérêt à faire du rebut pour alimenter la filière de recyclage. Hein. C'est pas vraiment sa motivation première.
Donc là, si on tient compte du recyclage, et au niveau, là c'est au niveau global, hein, c'est pas au niveau européen, c'est au niveau global, si on se dit qu'une mine, alors on a les hypothèses là, qui sont là, hein, d'extraction de lithium, alors ça peut être soit des salars, hein, donc, soit des mines, alors ça c'est du cobalt. Donc ça c'est photo Amérique du Sud. Puis on a la version carrière, hein, soit ciel ouvert, soit donc, avec des silicates de lithium, donc spodumène. Ça c'est plutôt la version australienne. Dans tous les cas, c'est des grosses choses, hein. Et typiquement, un site de production de matières premières, c'est 45 000 tonnes par an. Pour le cobalt, c'est 5 000 tonnes. Pour le nickel, c'est 42 000 tonnes. Et pour le graphite, c'est 56 000 tonnes. Puis là, on voit, si on fait notre calcul de quantité de matières premières qu'il nous faut, on voit le nombre de mines qu'il faut ouvrir. Il y en a au moins 300, hein, à horizon 2035. Alors j'aurais tendance à dire c'est triste qu'on n'en ait pas en Europe, mais c'est peut-être une bonne chose parce que je vois pas qu'on... Voilà, je veux dire, c'est quand même impactant en termes environnemental, c'est quand même assez moyen. Je veux dire, une mine d'extraction, la Gigafactory c'est quelque chose d'assez propre, hein, mais dès qu'on monte en amont, déjà les usines chimiques, bon, faut dire, personne n'y en veut près de chez soi, mais alors une mine dans laquelle on a des camions qui sortent en permanence, personne n'en veut. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que voilà, ce qu'on est en train de se dire au niveau des chiffres, quand on les remet en perspective, c'est 300 nouvelles mines qu'il faut ouvrir. Alors vous voyez, pour le lithium, typiquement, ça va se passer en Amérique du Sud, ça va se passer en Australie, dans tous les pays qu'on a vus, hein. Pour le cobalt, ça va quand même se passer beaucoup en République démocratique du Congo. Donc ça c'est une photo d'une mine, de cobalt, hein. C'est des mines de cuivre, hein. Le cobalt est un sous-produit du cuivre, hein. Dans la filière de recyclage, on trouve les deux métaux associés. Voilà, donc une problématique de ressources premières. Alors on a parlé du recyclage, je vous ai fait 2 slides je crois sur le recyclage. Le premier c'est vous dire en fait quels sont les procédés. Alors le recyclage aujourd'hui, techniquement il marche, les pilotes fonctionnent, les capacités de production installées, c'est la problématique de revalorisation derrière, hein. Il n'y a pas encore beaucoup de tonnage, c'est beaucoup de technologies différentes, parce que l'industrie automobile ne s'est pas mise en place. Donc techniquement on sait faire, industriellement, toutes les batteries usagées partent en recyclage, mais la revalorisation, hein, donc la boucle fermée, hein, là, pour refabriquer des batteries, elle n'est pas encore en place. Et on verra juste après, je veux dire, l'effort et l'imposition des pouvoirs publics européens de dire il faut absolument qu'on rentre dans une boucle fermée, comme ce qu'on a pour le nickel-cadmium, comme ce qu'on a pour le plomb. Hein, aujourd'hui, 75, enfin 90, quasiment 100% du plomb, de batterie plomb, est repris pour refaire des batteries. Et 75, on utilise très peu de plomb neuf pour refaire des batteries au plomb. Et l'idée, c'est de se dire, mais sauf que c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue technique. Dans une batterie au plomb, il y a du plomb, et puis c'est tout. Dans une batterie lithium-ion, il y a plein de trucs dedans, il y a plein de métaux, hein, les a vus, le nickel, donc le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, l'aluminium, le cuivre, et tout ça, ça se mélange. Et donc du coup, d'une industrie positive, hein, pour le plomb, puisque on peut vendre, enfin du moins on peut donner ses batteries plomb, enfin, du moins un recycleur de plomb va payer en fait pour la batterie, parce que derrière il va récupérer du plomb, et sur le marché le plomb métal lui permettra de faire tourner son cycle de production. En lithium, c'est pas le cas, ça coûte, et il faut que ce soit les constructeurs automobiles qui payent au kilo aujourd'hui, tout inclus, hein, donc depuis la partie je dirais logistique qui coûte cher, hein, récupérer une batterie de véhicule électrique en fin de vie, la mettre en sécurité, la transporter jusqu'à un centre de recyclage, la démonter, la démanteler, parce qu'on ne met pas ça, je veux dire, tout ça dans un grand bassin et on attend que ça se passe. Typiquement aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est entre 1 et 2 euros, tout compris, par kilo de batterie fin de vie. Donc typiquement une batterie de voiture, c'est 250-300 kg, donc c'est 300 euros, 200 à 300 euros qu'il faut mettre systématiquement pour recycler. Ce qui est un coût quand même, hein, pour les... Enfin, c'est le coût de retraitement d'un déchet, plus on peut s'en passer, mieux ça vaut quand même, hein. Voilà. Donc les procédés en fait, c'est soit du... premier procédé qui est du broyage. Alors, de façon générale, ça commence par on démantèle.
Donc on peut le faire à la main, mais aujourd'hui les projets sur lesquels on travaille, c'est plutôt d'avoir des robots en fait, de démantèlement, parce que l'objectif c'est pas d'avoir des armées de personnes qui démantèlent des batteries. Donc déjà on les met en sécurité. C'est un vrai sujet ça. Aujourd'hui on fait péter des incinérateurs avec des batteries. Hein. C'est des batteries lithium qui, si c'est mal trié, ça brûle, quoi. Ça brûle bien. Donc on les inerte, on les démantèle, préférablement de façon automatisée et robotisée. Et puis selon les procédés, donc procédé de broyage et de calcination, c'est celui du haut. Hein. Et donc on récupère des matériaux pour refaire des nouvelles batteries. La pyrométallurgie, qui est historiquement le procédé qui a été développé en premier, où on vient faire fondre en fait les matières actives, enfin les batteries, faire fondre et les réduire, hein, pour obtenir des alliages derrière qu'on peut retravailler pour extraire, on va dire, les matières premières. Et puis l'hydrométallurgie qui peut se combiner avec la pyrométallurgie. L'inconvénient pyrométallurgie, c'est le processus dégage des gaz toxiques. Hein, on ne récupère pas tout. Hein, et la qualité de ce qu'on récupère n'est pas au meilleur niveau. En particulier, on a du mal à récupérer le lithium, hein, qui est un sous-produit, on va dire, de la filière pyrométallurgique. Donc c'est pas idéal. Aujourd'hui, ce que l'industrie pousse beaucoup, c'est les technologies. Alors ça peut être un peu de pyro, mais aussi beaucoup d'hydro, qui en plus est moins consommateur d'énergie. Hein, dès qu'on commence à faire fondre des matières actives, forcément, je veux dire, on consomme beaucoup d'énergie. Ou là, on est sur des procédés chimiques de lixiviation qu'on voit là par acide, hein, et puis derrière précipitation, et puis on récupère des matières actives. Alors qu'on espère, là c'est tous les projets aujourd'hui qui sont au stade pilote, de pouvoir en refaire des batteries, parce que l'objectif c'est d'avoir des qualités de matières premières, de matières recyclées, qui puissent être complètement transparentes par rapport à des matières neuves. Et comme on sait que c'est de la chimie fine, il y a une certaine prudence pour en discuter, venir avec des experts du sujet qui disent on est un peu... Bon, surtout qu'on récupère des technos qui ont 10 ans d'âge, 15 ans d'âge, donc les matières actives qu'on utilisait il y a 15 ans, c'est plus trop celles qu'on utilise aujourd'hui. Et puis quel est le degré de pureté qu'on va avoir, sachant qu'on est vraiment dans la chimie fine. Gare, quoi. Hein. Donc le recyclage, s'il faut le faire, mais c'est compliqué. C'est pas le Graal, hein. Ça ne va pas tout résoudre. Alors, la Commission européenne, ou disons la Commission, le Parlement européen poussent et ont mis en place, sont en train de mettre en place, parce que ça discute beaucoup au niveau industriel, hein, dans une refonte en fait de la réglementation batterie, les nouveaux objectifs en matière d'utilisation de matières recyclées. C'est ce qu'on voit là. Alors, et là, c'est tout batterie confondue, on ne distingue pas. Je veux dire, alors, ça, c'est les batteries de plus de 2 kg. Hein, donc, c'est pas les petites batteries de téléphone portable, mais tout ce qui fait plus de 2 kg. Hein, donc, avec des objectifs de collecte et de recyclage importants. La date est passée, c'était 50% en 2020, 65% en 2025 et 70% en 2035. Bon, ça, c'est la partie collecte, et j'en fais quelque chose. Hein. Et puis après, il y a la quantité de matériaux récupérés, c'est le graphique de droite. Hein, j'ai dû, pour le lithium par exemple, 35% à horizon 2030, 26 et 70% à horizon 2030. Même chose pour le nickel, enfin même chose, 90 et 95% respectivement pour le nickel, le cobalt et le cuivre. Et puis ensuite, ça c'est la partie combien je dois en récupérer, et ensuite c'est combien j'en réutilise. Et il faut, et là ça discute, parce que comme on ne sait pas très bien ce qu'on va récupérer, s'engager aujourd'hui dans l'industrie de la batterie sur je vais te mettre du lithium et du nickel en 2030, tu en auras 4%, et 4%, hein, c'est pour ça que c'est pas le Graal, hein, 4% de lithium qui sera réutilisé pour faire de nouvelles batteries lithium-ion, et en 2035, 10%, donc on n'est pas en train de parler de trucs, on récupère 80%, hein, on n'est pas dans le plomb du tout. Pour le cobalt, c'est un peu plus ambitieux, et là, attention, je veux dire, aux impacts, il ne faut pas qu'on réintroduise des matériaux qui ne sont pas les bons. Donc ça discute beaucoup. Donc ça, c'est des objectifs européens. Ce n'est pas forcément ce qui sera finalement acté. Hein. 2030. Et 2030, hein. Oui, et en 8 ans. Donc on voit l'impact. Hein, je veux dire, c'est bien. Je veux dire, on parle de 5 à 10%. Quoi. Donc il reste à traiter 90 à 95% du sujet. Hein. Voilà. Voilà. J'avance parce que puis après on posera des questions, je vois il y a du bruit en cuisine si j'ose dire, donc voilà, j'avance sur les technos, ça peut être plus rapide.
J'en ai sélectionné 2, parce que j'ai regardé en fait, voilà, j'avais fait un papier dans la revue là, qu'on édite tous les mois, le Flash, enfin pas une revue mais un Flash, et j'avais fait un papier, c'était c'est pas très vieux, il y a 1 an et demi, et j'ai fait un peu j'ai refait le tour de ce que je racontais il y a 1 an et demi, je ne vais pas raconter de bêtises, mais il y a des choses qu'on annonçait, qu'on annonce moins. Par exemple, une technologie dont je ne parle pas, je vais en parler, je vais la citer, mais j'en parle plus, c'est le lithium-soufre, parce que l'un des leaders mondiaux, entre-temps, a déposé le bilan de façon fracassante. Donc du coup, bah, toutes les promesses qui étaient attendues autour de lithium-soufre, alors il y a encore dire, des startups qui travaillent sur lithium-soufre, mais ce qu'on attendait pour l'industrie automobile, ça a un petit peu pris un coup derrière les oreilles, quoi. Donc j'en ai gardé 2. J'ai gardé le batterie tout solide, et puis les anodes, je dirais tout silicium ou à très fort contenu silicium. Euh, donc c'est souvent des startups américaines. Quand je dis souvent, c'est quasiment tout le temps en fait. Hein. Il y a très peu de. On a un contre-exemple en France sur le sodium-ion, mais il y a très peu de start-up européennes. C'est des projets de développement qui coûtent des fortunes. Là, pour le tout solide, celui qui est le plus en pointe, on va dire, c'est une boîte californienne qui s'appelle QuantumScape, qui a levé au total, je parle de tête, mais 1,7 milliard d'euros, dans lequel Volkswagen a injecté plus de 300 millions de dollars, 300 millions de dollars. Donc en fait, la problématique, c'est que c'est très consommateur de cash et que traditionnellement en Europe, on a du mal, hein, sur des niveaux de technologie qui sont très en amont, d'investir des dizaines de millions de dollars pour voir, quoi, parce que c'est ça ce que ça veut dire. Donc voilà, donc technologie américaine, regardée de très très près par les constructeurs européens, tous. Donc là, avec un partenariat très fort avec le groupe Volkswagen. Donc là, l'idée, et c'est là où on se rapproche de la technologie Bolloré, c'est on remplace complètement l'électrode négative, on repasse à une vieille technologie, parce que depuis les années 70, on s'est dit, mais les couples, le lithium métal, c'est vachement bien pour faire les batteries, sauf qu'on n'a jamais réussi à le faire fonctionner à cause de problèmes de formation de ce qu'on appelle de dendrites, qui finissent par créer assez rapidement, je veux dire, des courts-circuits, et pouf, tout s'arrête, la batterie elle est morte. Donc on n'a jamais réussi à faire le cyclage dont on avait besoin. Bon. Donc on a retravaillé là-dessus. Donc anode tout lithium, lithium métal. Un gros travail sur la partie séparateur et électrolyte. On est sur des compositions solides, donc des problématiques de conductivité à température ambiante, parce qu'il est hors de question de se dire ça va marcher mais à 80 degrés, ça on sait faire mais c'est juste pas possible, ça marche pas. Des problématiques également de gestion des interfaces, hein, qui est dans le temps et donc de dégradation. Hein, un challenge qui est derrière ces technologies tout solides, c'est la durée de vie, hein, la durée de vie en cyclage. Et puis l'électrode positive, donc la cathode, ben, on peut y mettre ce qu'on veut, hein, donc on peut y mettre des NMC, on peut y mettre des LFP, on peut y mettre autre chose, hein, donc ça marche, voilà. Donc l'innovation en fait de la tout solide, c'est d'une part que ben, tout est solide, donc plus d'électrolyte liquide, ça veut dire davantage de sécurité intrinsèque, hein, sachant que l'électrolyte liquide c'est des composés organiques volatiles et du coup ben, quand ça brûle, ça brûle. Hein, donc là on est sur une stabilité thermique qui est bien meilleure. Bon, maintenant, si vous mettez une batterie tout solide dans le feu, elle va brûler comme les autres. Hein. Mais en tout cas, je veux dire, en termes de sécurité intrinsèque, c'est plus stable. On augmente la densité d'énergie, on l'augmente en gravimétrique, donc au kilo. Vous vous souvenez, on est à 250, voire 280, on va plutôt dire 250 Wh par kilo pour les meilleures technologies lithium. Là, on est sur du 350 à du 400 Wh par kilo, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et également donc un facteur 1,5 et une bien meilleure densité volumique. Et ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur une voiture et du coup ben, on peut y en mettre davantage. Hein. Et en plus on en met moins puisqu'il y a davantage d'énergie en fait dans un même litre de batterie. Voilà. Effet mécanique pour la même autonomie dans la mesure où on met moins de matière, où on a davantage d'autonomie, donc 400 Wh c'est 1250 hein, par kilo, on va baisser les coûts. Donc sécurité intrinsèque, ça veut dire que tous ces dispositifs de gestion, de protection, etc., on va peut-être pouvoir les alléger. Donc on va gagner en fait surtout les 50% qui restent, hein, à part la cellule. Voilà, donc ça, sur la partie sécurité. On va faire des batteries soit plus autonomes, soit aussi autonomes, mais avec moins de matière active, donc elles coûteront moins cher.
Et donc on va baisser les coûts. Donc c'est pas une révolution quand même, hein. Je veux dire, on ne fait pas un x2, x3, x5. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, si on dit bah, avec une voiture je fais 400 km, bah, je fais 50% de plus, quoi. J'en fais 600, mais j'en fais pas 1000. Hein. Et ce que cherche le constructeur, je pense aujourd'hui, c'est davantage baisser les coûts et à tous les niveaux, hein, plutôt que de se faire des batteries qui vont durer, de toute façon ça n'existe pas, qui vont faire 2000 km. Voilà, on ne gagne pas grand-chose, on est dans les mêmes problématiques de recyclabilité. Et on utilise toujours du lithium, donc toutes les problématiques de dépendance des métaux. On utilise même encore plus de lithium avec des technologies tout solides qu'avec des technologies lithium-ion. Hein. Donc toutes ces problématiques de dépendance des métaux, on les a encore plus, j'aurais tendance à dire, avec le tout solide qu'avec les technologies d'aujourd'hui. Donc on reçoit le problème de la dépendance des matières premières. Voilà. Les verrous, la capacité, alors capacité de charge rapide, des problématiques en fait de conductivité hein, de l'électrolyte, qui est un solide ou qui est un gel, mais qui conduit moins bien que les électrolytes liquides. Donc capacité de charge rapide, des puissances en roulage à basse température, pour les mêmes raisons. Hein. Quand on abaisse la température, de façon générale, on diminue les conductivités des matériaux. Et puis les durées de vie. On a quand même cette problématique de formation de dendrites de lithium qui continue à se produire. Donc comment on les gère semble-t-il, on a fait quand même beaucoup de progrès là-dessus. Hein. QuantumScape a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis également le travail sur les interfaces qui ont tendance à se dégrader avec le temps. Donc il faut tenir la vie d'un véhicule. Quoi, hein. Et la garantie constructeur aujourd'hui sur une batterie c'est 10 ans. Donc il faut que ça tienne 10 ans. Bon, il y a des annonces qui disent c'est pour demain. En fait, prudemment, les industriels disent si on voit les premiers modèles équipés de batteries tout solides dans les années 2028-2030, c'est qu'on aura bien bossé. Quoi. Voilà. Mais sauf que quand on a besoin de lever des centaines de millions de dollars, si vous dites ça, il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par vous suivre. Quoi. Donc on est obligé, c'est terrible. Quoi. On voit hein, des sociétés qui lèvent beaucoup d'argent comme QuantumScape. Ils font des annonces de presse tous les 3 mois, quoi. Et le truc révolutionnaire tous les 3 mois, mais il y a un moment, c'est de la chimie, ça se met au point, c'est long, on se prend des gamelles, enfin, je veux dire, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est quand même aujourd'hui le candidat dont on parle le plus, qui pourrait venir remplacer, on va dire, les batteries lithium-ion traditionnelles qu'on a aujourd'hui. Mais souvenons-nous, 2028-2030, pas avant, et encore, il faudra avoir résolu quelques problèmes qui ne sont pas encore vraiment résolus. Alors tiens, oui, c'est toujours la même histoire, là c'est aussi un graphe QuantumScape. On retrouve notre diagramme de Ragon. C'est intéressant parce qu'on voit en fait là un petit peu la roadmap. Là, alors j'en ai pas parlé, hein, mais on est dans les technologies traditionnelles, phosphate de fer. Vous vous souvenez tout au début, là, je vous l'ai dit, phosphate de fer lithier, la LFP, qui ont des densités d'énergie qui sont autour de 140, 150, 160. Quand on vend une techno concurrente, on a toujours tendance à enfoncer ceux qui sont sur le marché. On est plutôt à 160 Wh par kilo avec le lithium phosphate de fer traditionnel, celui qui roule aujourd'hui. Tesla, sur ses entrées de gamme, utilise du phosphate de fer parce que c'est moins cher. Et puis parce qu'il n'y a pas de cobalt. Il y a toujours du lithium, hein, mais il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de nickel, il n'y a pas de manganèse. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a rien à recycler non plus. C'est une des problématiques du phosphate de fer. C'est déjà, ça coûte cher de recycler une batterie et de récupérer les matériaux nobles, mais au moins il y en a. Dans une batterie lithium phosphate de fer, il n'y a même pas de matériaux nobles. Donc, une des problématiques du phosphate de fer, c'est comment on va intéresser les recycleurs, à moins de leur payer des fortunes, pour qu'ils mettent en place des procédés de recyclage, je veux dire, du phosphate de fer. Voilà. Donc, ici, je suis sur, c'est juste caché, mais ça, c'est ma techno d'aujourd'hui. Vous voyez, 250 Wh par kilo, elle est juste derrière. Et ce que dit en fait QuantumScape, il dit moi, si j'utilise une cathode NMC, je vais monter entre 350 et 400 Wh le kilo. Donc c'est quand même vachement mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Et si j'utilise, pour des raisons de stabilité par exemple, ou de coût, si vous ne voulez pas utiliser de matériaux type nickel, manganèse, cobalt, et ben vous utilisez une cathode LFP. Et la cathode LFP, avec mon anode lithium, métal, elle sera au niveau, ou quasiment, je le cache, hein, c'est un peu au-dessus, quasiment au niveau de ce que vous avez aujourd'hui avec vos meilleures technologies lithium-ion. Et pour le coup, avec une dépendance moindre sur les matériaux qu'on a vus, des matériaux critiques. Voilà. Et ce qu'on voit, vous voyez, dans les... voilà, la roadmap. Le tout solide, il est là.
l'électrode métal NMC. Il est là-haut. Donc il est entre 350. Il y a certains communiqués de presse bon, chez Quantum Scape, ils sont prudents, ils disent entre 350 et 400. Il y en a qui disent 500, donc moi j'ai gardé 400, bon, voilà. On est entre 350 et 400. Les meilleures technos actuelles, elles sont là. C'est du NCA ou du nickel rich, comme on dit, NMC, avec beaucoup de nickel. On est à 200, ce que je vous montrais tout à l'heure, on est à 280, on est en hauteur par kilo. Mais c'est quand même pas des. On fait pas un x10, quoi, on fait pas un x5. Hein. On fait un x 1,4, 1,5. Et c'est quand même des technologies de rupture. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la première techno dont je voulais vous parler. La deuxième que j'ai sélectionnée, c'est technologie toujours à l'anode. C'est toujours à l'anode que ça se passe. Silicium. Donc avec un contenu de silicium important, supérieur à 70%. Traditionnellement, on met du silicium dans les anodes carbone, graphite, mais pas en grosse quantité. Donc ça améliore la densité d'énergie. Mais la problématique, c'est le gonflement de l'électrode négative dans la période de charge. Il y a toujours en fait ce qu'on appelle un phénomène de swelling. Quand on charge une batterie, quelle qu'elle soit, l'électrode négative gonfle. Mais sur une technologie traditionnelle, elle gonfle de 5 à 10%. Dans une technologie non maîtrisée silicium-carbone, elle gonfle de 3 à 4 fois. Et là, pour le coup, ça introduit en fait des phénomènes mécaniques en fait, d'usure hein, qui endommagent, on va dire, la matière et du coup qui impactent directement la durée de vie. Bon. Ce qu'a réussi à faire Enevate, c'est à travailler sur une anode plus de 70, ils ne donnent pas leur recette. Hein. 70%, il y en a d'autres qui travaillent, j'ai pris un évêque parce que c'est celui qui communique le plus et qui est sans doute le plus avancé, qui travaille avec des constructeurs automobiles, en particulier avec Renault, Renault-Nissan. Donc c'est celui, je pense, qui est l'un des plus avancés. Donc une anode silicium à plus de 70%. Et puis le reste ne change pas, c'est-à-dire un électronique entre guillemets traditionnel, je sais pas, sachant que je l'ai mis entre guillemets parce que je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un électrolyte traditionnel, il n'y a rien de traditionnel en électrolyte, et puis les cathodes également traditionnelles. Avantage qui est bien expliqué par Enevate, c'est on peut faire des charges très rapides, donc ça c'est bien, ils disent on peut charger 75% de capacité en 5 minutes. Bon après on va dire ouais mais il faut le chargeur qui va avec, hein, parce que c'est bien beau tout ça, mais si on prend une batterie de 50 kWh, hein, comme c'est à peu près proportionnel, vous faites le calcul, le chargeur il tient dans la pièce là. Hein, donc, voilà, donc, en tout cas on charge très vite. Et ça vient en fait de la technologie à l'anode. En fait, dans une technologie traditionnelle, il faut laisser, si j'ose dire, autant aux ions lithium de venir s'intercaler dans le graphite, et ça prend du temps. Et si on va trop vite, ils n'ont pas le temps de rentrer, je veux dire, dans la matière graphite, et du coup ils viennent se coller sous forme de ce qu'on appelle de lithium plating, hein, donc métallique. Et du coup ça c'est pas bon, parce qu'on perd en capacité, parce que le lithium il se redissout pas nécessairement quand on refait une décharge, donc on en perd un peu. Et puis à terme, si on le fait vraiment trop souvent, et ça c'est pour ça, enfin, ouais, on va le dire comme ça. On peut éventuellement créer des dendrites, mais il faut quand même y aller fort là, pour aller créer des dendrites. Mais c'est surtout donc, le problème de la charge rapide, y compris sur les voitures d'aujourd'hui, hein, c'est que elles n'aiment pas trop, quoi. Elles n'aiment pas trop d'un point de vue thermique, parce qu'il y a des effets Joule, hein, la résistance interne de la batterie elle est escalée, donc le système de refroidissement tourne à plein. Hein. Quand on fait une charge rapide, on refroidit à mort, quoi, hein. C'est pour éviter que ça chauffe trop. Derrière, il y a un endommagement par la température. Hein. Vous vous souvenez la règle des 25-35 degrés. Et puis en plus, on risque de faire du lithium plating si on y va trop fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, les charges rapides se font, on dit jamais 100%, on dit toujours 80%. Là, au cas particulier, il dit 75%, parce qu'on s'arrête avant, pour éviter justement les phénomènes de déposition de lithium métal sur l'électrode négative. Bon, la densité d'énergie, elle est moins bonne que celle du lithium tout solide, enfin de la batterie tout solide. 350 Wh par kilo, 800 Wh par litre, c'est mieux. Avec des avantages qui est celui de la charge rapide. Et là, vous vous souvenez, on a un point d'interrogation sur la charge rapide du lithium tout solide. Normalement, quand on augmente les coûts, après il y a du discours aussi, hein, mais quand on augmente la densité d'énergie, tout toujours égal par ailleurs, on va diminuer les coûts. Pas dans une moindre mesure, mais on va quand même les diminuer. Et on est dans une technologie qui est, je dirais, moins de rupture, donc plus proche peut-être, hein, si on regarde une roadmap, plus proche de la vie industrielle que le tout solide. Mais
est-ce qu'il y a vraiment un intérêt justement d'investir pour avoir une charge très rapide? Parce que quand on voit déjà en fait ce que ça nécessite en investissement, l'augmentation des puissances disponibles, ne serait-ce que pour équiper les parkings actuels, enfin, c'est colossal. Bah, Derrière en fait, on peut peut-être faire du biberonnage. On peut peut-être se dire, je ne vais pas recharger à 75%, mais je vais recharger 20%, 30%, je vais rentrer chez moi. Ce qu'on voit aussi, alors après, on pourrait aussi reparler de la problématique de la... Parce que c'est quand même un appel de puissance. Oui, mais c'est clair, c'est clair. Mais c'est un problème, c'est le bâton à deux bouts, quoi. Il y a le problème de la batterie d'un côté, mais il y a le problème des infrastructures de charge de l'autre. Hein. Ça ne suit pas non plus. Hein, donc peut-être que ça... Enfin, voilà, on n'aura peut-être pas les matières premières pour fabriquer les batteries, mais de toute façon, comme on n'avait pas les bornes de charge pour les recharger, ça tombe bien. Elles vont déjà avoir du mal à suivre en fait, avec les vitesses de charge actuelles. Donc accélérer la charge, il y aura un boulot d'étranglement de l'autre côté de toute façon. Mais il y a un boulot, absolument, absolument. La problématique aussi, et c'est pour ça que... La problématique aussi, c'est que 80% des charges se font soit chez soi, soit sur son lieu de travail, ou éventuellement, et donc du coup, ces chargeurs rapides qui coûtent cher en investissement, c'est des gros investissements. Hein. Tesla, à une époque, avait communiqué, on était entre 150 et 200 000 euros par bande de charge rapide, 150 kW. Quoi, donc, et 150 kW aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Quoi, et ils sont peu utilisés. Donc, c'est des capitaux qui sont peu utilisés. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que cherchent à faire, ou qu'est-ce qu'essayent de faire, en fait, les opérateurs? C'est de charger au kilowattheure. Mais assez rapidement, ça commence à grogner. Hein. Dire, mais c'est bien beau, la charge rapide, mais ça coûte une blinde. Quoi. Je veux dire, donc bah, tant pis, je vais me débrouiller autrement, mais je chargerai chez moi. Quoi. Ça me prendra la nuit, mais je ne vais pas payer une fortune pour recharger 20% de ma batterie, je veux dire, en 10 minutes. Quoi. Et le problème derrière, c'est qui va financer ces investissements. C'est sans doute pour des investissements qui, je le répète, qui sont peu utilisés. Quoi. À cause de quoi? Parce qu'on est sur le réseau, ou on peut se mettre quand même sur des batteries usagées pour déjà? Le taux d'utilisation faible? Non, pour recharger vite des batteries. On peut soit, comme chez soi, mais c'est direct sur le réseau. On pourrait utiliser des batteries, oui, il y a des sujets, ouais. absolument, il y a des systèmes qui existent, hein, où on vient décharger des batteries de deuxième vie dans des bornes de charge pour faire de la charge rapide. Là, le tuyau en fait, de l'infrastructure est trop petit, et donc on charge lentement, on va dire, ou plus lentement, comme le permet le réseau, la batterie de quelques dizaines de kilowattheures, hein, c'est des conteneurs, et puis derrière qu'on vient décharger rapidement pour faire de la charge rapide. Mais là, quand on regarde, il faudrait faire le calcul, hein, 5 minutes, on va dire que c'est un dixième d'heure, on fait simple, hein, 5 minutes c'est un dixième d'heure, donc ça veut dire qu'on charge 75% de 50 kWh, si là, on va dire 40 kWh en un dixième d'heure, donc ça fait du 400 kW, quoi. Faut s'en occuper. Hein, donc il y a toute cette problématique on avance, hein, mais c'est sans doute pour du biberonnage, c'est de la charge, d'opportunité. Ça me permet d'aller très vite à recharger ma batterie, mais derrière il me faut une puissance de charge qui est considérable. Donc, après chacun essaye de vendre, ils arrivent à lever de l'argent quand même, hein, donc je crois que 350 kWh, 350 Wh par kilo, bah, c'est mieux que 250, quoi. Et c'est surtout, hein, si je raisonne capacité de stock, j'ai 50 kWh, on est quasiment, alors pas tout à fait, c'est pas complètement vrai ce que je vais dire, mais il y a quand même un impact entre la densité d'énergie de la batterie et puis son coût. Typiquement, si là j'améliore ça fait quoi ça fait si je fais 10%, ça fait 25, de 30%, 30%, quelque chose comme ça, 30-40%, ma densité d'énergie. Bah, évidemment, il y a tous les coûts fixes qui, eux, ne vont pas forcément bouger, mais je vais quand même réduire le coût de ma batterie de 20%. Bah, c'est vachement important, 20%. Moi, je suis prêt à payer pour avoir 20% sur la batterie, sachant que ça coûte 50% de ma voiture. Je suis prêt à payer, quoi. Je suis prêt à regarder. Parce que je vois bien, je veux dire qu'on arrive, moi le constructeur automobile, on arrive en termes de technologie existante, on voit bien qu'on bute, quoi. Je veux dire, on a fait énormément de progrès, on voit que le cours des matières premières il se stabilise et que c'est trop cher.
Donc comment je vais faire, diable, pour diminuer le coût de mes batteries? Donc toutes les solutions sont bonnes. Et c'est pour ça qu'il y a des fortunes qui sont investies par les constructeurs automobiles, souvent dans des startups américaines, hein, parce que si jamais ça marche, même si c'est une amélioration incrémentale, n'empêche que c'est mieux que rien, quoi. Voilà. Dernier slide. Et on va s'arrêter là. Je voulais parler du sodium-ion, parce qu'on a une pépite en France. Voilà. Alors c'est pas pour tout de suite le sodium-ion. Donc c'est un spin-off en fait du CNRS et du CEA, qui s'appelle Tiamat Energy. Il n'y a pas que qui font du sodium-ion, mais énorme avantage, on remplace le lithium par le sodium. Donc ça a démarré il y a plusieurs années, hein. Donc à l'époque, on regardait tout ça, la collectivité, on dit ouais, enfin bon, le sodium, c'est bien beau tout ça, il y en a partout, mais enfin bon, le lithium c'est pas mal. Aujourd'hui, ça reprend quand même un impact, une valeur qu'on voit encore plus aujourd'hui. Ça, c'est peut-être la force des scientifiques, hein, c'est de voir le coup d'après et le coup d'après. Hein. Donc ça, c'est zéro lithium. C'est une technologie qui est intrinsèquement sûre, une très belle cyclabilité. Alors, il y a un défaut, dont je ne parle pas là, parce qu'en général, quand on montre les qualités, il faut lire les défauts en opposition. La densité d'énergie n'est pas excellente. On est en dessous de 100 Wh par kilo. Donc, c'est des applications qui vont très bien pour de l'hybride, pour des applications de puissance. On a des très belles puissances délivrées, hein, jusqu'à 5 kW par kilo, donc ça, c'est vachement bien. Un beau cyclage, hein, sur des cycles standards automobiles, c'est une techno qui marche bien. Partenariat entre Tiamat et Plastic Omnium pour une industrialisation sur des systèmes hybrides. Donc voilà, on n'a pas beaucoup, hein, des pépites en fait en France, mais dans des nouvelles technologies, mais de batterie. Donc Tiamat en fait partie. Et puis là, je cite, mais simplement, et c'est mon dernier slide, quelque chose qui est en train de se passer, c'est la diminution du cobalt dans les technologies traditionnelles. Donc on était traditionnellement un tiers, nickel, manganèse, cobalt. On est passé à 60% de nickel, 20% de manganèse, 20% de cobalt. Et on est en train de rentrer sur du 80% de nickel, donc nickel rich, 80% de nickel, 10% de manganèse, 10% de cobalt. Ça, l'idée derrière, c'est se séparer du cobalt, hein, ou de l'utiliser le moins possible. Ça coûte cher, et puis c'est pour plein de raisons géopolitiques et environnementales, c'est pas le choix des constructeurs. Voilà. Et puis j'ai parlé de lithium-soufre, mais pour mémoire, parce que sans doute celui qui avait plus investi dans le domaine, qui était une entreprise, un start-up anglaise qui s'appelait Oxys Energy, a déposé, sans que personne ne voit le truc arriver, là, brutalement le bilan, a vendu les actifs au meilleur prix, et tout le monde s'est dégagé dans la nature. Ils avaient investi, je pense qu'ils avaient investi entre 100 et 200 millions d'euros. Alors c'est une technologie, là pour le coup, où on peut avoir des densités d'énergie qui sont de l'ordre, de l'ordre de celle du lithium tout solide, mais a priori plus proche en termes d'application industrielle. En revanche, toujours pareil, alors, une électrode sous soufre et l'autre électrode lithium métal, problématique de formation de dendrites, qui fait qu'en termes de cyclabilité, c'était plutôt vu, et c'est encore vu quand même, hein, par ceux qui continuent à travailler sur cette techno, pour les applications aéronautiques par exemple, avions électriques, où finalement le nombre de cycles de la batterie, et on attend moins, on est capable de moins attendre, hein, que sur une application de véhicule électrique. Voilà. Donc ça continue d'exister quand même, mais ça a pris un peu de plomb dans l'aile, si j'ose dire. Ça serait plus facile à recycler ou pas? Ce serait... je ne sais pas dire. Oui, sans doute, il y a moins de matière. Donc déjà, il n'y a pas de lithium. Donc déjà, en termes de matière... Enfin, si, il y a du lithium, mais il n'y a pas tous ces métaux. Le soufre, c'est vachement abondant. Donc en termes de coût, normalement, le coût de fabrication est plus faible. Après, comme c'est plus simple, comme les chimies sont plus simples, c'est sans doute plus facile à recycler. Ouais. Le sodium soufre, il y a une société qui s'est montée, mais elle n'a pas arrêté ses activités. Zinium, mais je crois que c'est fini. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Moi, ce que j'ai gardé en tête, c'était super compliqué. Je sais pas si vous avez les news, mais il me semble que Zinium a arrêté en fait. Sodium soufre, et également des Zinger.
Zinger, mais je crois qu'ils ont arrêté. Ah ouais. Oui, c'est des technologies qui avaient été travaillées par aux Renardières, ça, hein, par le centre des Renardières. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont. Alors, il y a les technologies, le Graal, c'est les technologies lithium-air, mais déjà 2030 pour des trucs qui devraient être demain matin, donc le lithium-air, c'est après, quoi. Et puis entre-temps, alors c'est peut-être les politiques qui donnent le change, mais qui disent oui, mais entre-temps, on aura la pile à combustible et ce sera la filière hydrogène qui reprendra le dessus. Ouais, et puis il faut de l'hydrogène. Si c'est pour fabriquer de l'hydrogène avec des hydrocarbures, vaut mieux directement brûler de l'essence. Hein. Les rendements sont quand même pas bons du tout, hein, sur la. Ouais. Voilà, donc là pour le coup, on est sur des métaux rares et chers. Et puis la problématique, ce que disent les constructeurs automobiles, hein, enfin Volkswagen le dit, je pense que Renault le dit aussi, c'est il faut absolument que l'hydrogène soit vert, sinon ça n'a pas de sens. Et fabriquer de l'hydrogène vert par électrolyse, il faut des quantités d'électricité, alors que des centrales nucléaires peuvent produire, hein. Mais avant qu'on ait les panneaux solaires et les éoliennes suffisantes pour produire de l'hydrogène pour alimenter toutes les voitures en Europe, il va se passer du temps, quoi. En revanche, ça a du sens sur des matériaux de transport, par exemple. Il y a des projets avancés, des pilotes aujourd'hui dans le domaine du ferroviaire, par exemple, ou de l'aviation, parce qu'il y a quand même hein, ouais, complètement. Ouais, des rames qui tournent, hein, aujourd'hui, mais la problématique, elle est aussi dans la disponibilité d'hydrogène vert. Il faut construire la filière. L'hydrogène vert, c'est l'éolien offshore flottant. Oui, mais ça suffit loin et on ne sait pas comment vraiment transporter l'électricité. On sait transporter l'électricité, mais c'est une des solutions. Avec le nucléaire, ça va, on voit d'où tu viens. Mais ça revient un petit peu le nucléaire. Hein, c'est mieux que faire l'hydrogène à partir de. Il faut pas. Il faut surtout pas. Après, il y a une autre filière, mais le problématique de l'hydrogène reste toujours, hein, d'où vient l'hydrogène, c'est l'hydrogène combustible, donc des moteurs à hydrogène, hein, qui avaient été travaillés il y a un certain temps par BMW, donc c'est des moteurs thermiques. À partir du moment, et ça c'est des discussions qui sont en cours au niveau européen, de dire mais ok, il faut que les véhicules soient zéro carbone en 2035, mais laissez-nous le choix des solutions. Ne fixez pas aussi les solutions, parce que nous on a peut-être des solutions avec l'hydrogène qui ne désignent pas si j'ose dire, toute la filière traditionnelle, on veut dire, et ça marche bien, hein. Ça marche bien. Oui, non, ça tourne. Il y a eu. Oui, parce que c'était pas. C'était dans les années. BMW beaucoup travaillé sur ces sujets-là dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Puis après, ils ont arrêté devant la prédominance du véhicule électrique. Non, c'est pas une technologie sur laquelle on peut recevoir des subventions, on peut avoir des aides. On est en train de se. Voilà, faut pas jouer les originaux, quoi. Hein. Mais ça marche. Il restera quand même toujours d'où vient l'hydrogène. Si l'hydrogène n'est pas vert, ça marche pas. La filière, elle marche pas. Voilà. J'en ai fini. Une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez, pour revenir aux batteries, est-ce que vous pouvez nous en redire plus sur les réglementations de l'impact CO2 du cycle de vie des batteries? Vous avez dit qu'elles pourraient se mettre en place. Et question subsidiaire, est-ce qu'elles incluraient aussi ce qui se passe au niveau du recyclage? Bon, ça c'est question subsidiaire. La vraie question, c'est est-ce que ça va vraiment arriver, ces réglementations sur l'impact du cycle de vie des batteries? Alors, c'est en pleine discussion aujourd'hui. Donc, l'approche est une approche, on va dire, graduelle. Un petit peu comme ce qui a été fait dans l'électroménager, par exemple, avec des classes en fait énergétiques. C'est pas de dire je veux un niveau et en dessous c'est pas bon. C'est de dire j'ai un classement A, B, C, D, E, F en fonction de l'impact carbone au moment de la fabrication. C'est pas encore en place. Donc tout ça, ça se discute au niveau des seuils qu'on va mettre. Mais la première approche, c'est de dire on va classer en fait nos batteries par impact carbone. Les Asiatiques, par exemple, qui aujourd'hui ne travaillent pas vraiment sur ce sujet-là, hein,
au début seront pénalisés parce qu'ils auront une mauvaise note, mais comme on peut acheter aujourd'hui, on peut acheter un frigo classe F, quoi, hein, c'est pas interdit. Et puis à un moment, à terme, les plus basses classes, on sera peut-être à même de les interdire. Donc en fait, en fonction de l'impact carbone, mais les chiffres ne sont pas donnés aujourd'hui. Hein, les chiffres sont pas donnés. Et l'horizon non plus. On est sur fin de la décennie. Aujourd'hui, on est sur la fin de décennie. Les premières volontés, en fait, c'était d'aller étape par étape. Dès 2022, bon, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est d'ici la fin de la décennie, d'ici 2028-2030, d'avoir implémenté tout ça. Donc il y a cette dimension-là. Il y a la dimension, on l'a vu tout à l'heure, du taux de matière recyclée. Et là, ça discute beaucoup. Parce qu'on n'a pas le retour aujourd'hui. Les fabricants de batteries disent mais on ne sait pas nous comment vont se comporter les batteries utilisant, même parce que ce sont évidemment des mélanges, hein, on a parlé de 4%, 10%, donc qu'est-ce qui se passe quand on met 5% de matière secondaire, de batteries de matière recyclée, mélangée à 95 ou 90% de matière neuve, et ça on ne sait pas. Donc c'est tôt pour réglementer. On entend bien tout ça, il n'y a pas de problème. Mais attention quand même, il ne faut pas aller plus vite que la science, quoi. Parce qu'on n'a pas ce recul. Donc si c'est pour avoir après des problématiques de durée de vie, des problématiques de sécurité, parce qu'on ne savait pas exactement, mais il y a quand même cette obligation européenne qu'il faut respecter. Mettons les choses dans l'ordre. Donc il y a l'utilisation de matériaux recyclés. Il y a une autre dimension, alors c'est moins sur la... Alors si, un peu quand même. Il y a une dimension, alors c'est lié de traçabilité des batteries, dans ce qu'on appelle le passeport batterie, donc du berceau à la tombe, y compris la deuxième vie, sachant que jusqu'à présent, la réglementation européenne ne favorisait pas l'émergence d'industriels de la deuxième vie, avec en particulier une réglementation qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur. Donc pratiquement un constructeur automobile qui met sur la route une voiture électrique, il est légalement responsable de la batterie qui est sur la voiture du recyclage de la batterie. Et donc qu'est-ce qui se passe en termes de traçabilité quand elle ne va pas être recyclée, mais qu'elle va avoir une deuxième vie dans un deuxième usage. Donc tant que ça reste dans la famille du constructeur, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui quand même, hein. Renault, c'est des expérimentations qu'il fait chez lui. Mercedes, c'est des expérimentations qu'il fait chez lui, donc ça reste en fait dans son périmètre. Donc il sait où vont ses batteries. La problématique, donc, c'est de comment on transfère cette responsabilité élargie du producteur à un refabricant de batterie qui va l'utiliser dans un domaine complètement différent, et dont le constructeur automobile, lui, c'est pas, il n'est pas là pour fabriquer des compteurs de stockage, hein, c'est pas son métier. Donc là, de mettre en place en fait une réglementation qui va permettre de définir en fait ce que c'est et de transférer cette responsabilité, et ou pas d'ailleurs, hein, mais de dire qui est responsable de quoi, et également de travailler sur un minimum de données dans le cadre de ce passeport électronique de la batterie. Une problématique pour le fabricant de deuxième vie, c'est de pouvoir garantir, c'est un peu comme une voiture d'occasion, quoi, sauf qu'on n'a pas de retour, de pouvoir garantir auprès de son client de deuxième vie que sa batterie, elle va bien durer 10 ans ou 15 ans. Alors les profils d'usage ne sont pas les mêmes, mais ils sont quand même là. Ce qu'on appelle l'état de santé, ou ce qu'on appelle aussi le reste à vivre plutôt, hein. Donc ma batterie de voiture, elle a duré 10 ans. Elle est en fin de vie parce qu'elle a perdu 75% de son autonomie, pardon, elle a perdu 25% de son autonomie, donc il lui en reste 75, sauf qu'elle n'a plus les performances attendues, mais il en reste quand même 75. Le problème, c'est que les phénomènes de vieillissement ne sont pas linéaires. Et donc, l'industriel de deuxième vie dit, mais moi, si je n'ai pas l'histoire de la première vie, c'est très compliqué pour moi de définir quel sera ce reste à vivre. Donc j'ai besoin d'informations que jusqu'à présent les constructeurs automobiles, parce que c'est de l'information confidentielle quand même, hein, les batteries, les voitures électriques sont monitorées en permanence, donc soit en local par le BMS, soit dans le cloud. Et ils ne veulent pas partager cette information-là. Donc d'ouvrir en fait un peu les livres pour qu'il y ait une filière de la deuxième vie qui se mette en place. L'idée étant, plutôt qu'une batterie dure 10 ans, ben, elle en dure 20. Donc ça décale d'autant, je veux dire, le recyclage. D'ici là, on aura mis en place les procédés qui vont bien. Et puis, ça permet d'avoir une meilleure gestion en fait, des énergies renouvelables. Voilà. C'est en pleine discussion. Hein, si vous voulez de l'info en temps réel, il y a un organisme en fait, qui s'appelle Recharge,
qui est un organisme, une association européenne qui regroupe les industriels de la batterie. Nous, on en fait partie, mais pas que. Il y a les grands noms en fait européens sont dedans, et ils ont un site super bien fait. C'est vraiment le cœur de leur sujet. Et ils ont un travail de, alors, on n'aime pas bien quand on dit lobbying parce que c'est toujours mal perçu, mais de conseil, on va dire, auprès de la Commission européenne et du Parlement européen. Pour justement, c'est quand même des domaines où la technologie a beaucoup de sens, et donc ils ont une veille active. Et il y a plein d'informations sur leur site. Sachant que les règlements européens sont toujours un peu indigestes quand même. Quand on essaie de les lire, à la 10e page ou à la 20e page, on se lasse, quoi. Voilà. Voilà. Merci pour être venu jusqu'ici. Et puis merci pour vos questions. Ça y est, je suis... Voilà.